La question qui nous réunissait aujourd'hui, donc, une école ambitieuse est-elle condamnée à l'élitisme? Il y a deux termes qui sont mis en balance dans cette question, ambition et élitisme, et chacun peut poser un certain nombre de problèmes, en tout cas d'ambiguïté. Alors le terme élitisme, c'est celui sur lequel je vais le moins m'étendre, parce qu'en fait, on va y revenir tout au long de l'exposé, mais c'est évidemment un terme important qui suppose de véritablement séparer, on va revenir sur cette notion parce qu'elle est essentielle, de séparer un petit groupe du reste de la société et de le traiter différemment. Alors, je ne vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus pour ne pas être trop long, mais bon, il se trouve que j'ai publié il y a quelques années un bouquin qui s'appelait précisément La fabrication des élites, et dans lequel je m'intéressais notamment à la manière dont des élèves scolarisés dans un établissement très réputé, une école filière générale, un établissement très réputé, comment ces élèves apprenaient à la fois à se comporter et à se percevoir comme une élite. Et ça passait par toute une série de petites choses, d'apprentissage, de rituels, d'interactions quotidiennes, etc., etc. Je pourrais vous donner de multiples exemples, j'en prends juste un, mais on comprend assez vite, je pense, qu'il est très différent d'apprendre, comme le font souvent ces élèves dans ce genre d'école d'élite, à discourir en public, c'est un peu ce qu'on fait là aussi d'ailleurs, discourir en public sur l'avenir du monde, en posant de grandes questions, des questions très larges, sur des sujets généraux, etc., avec des gens qui vous écoutent attentivement, etc., ou de faire, comme le font un certain nombre d'élèves scolarisés en professionnel, des jeux de rôle pour apprendre comment se comporter face à un client récalcitrant dans un magasin ou un salon de coiffure, ou de manière à respecter les consignes de la hiérarchie, etc., etc. On comprend bien qu'évidemment, ce genre d'exercice, ce n'a pas juste un aspect technique, ça induit aussi un certain rapport qu'on a aux choses, un certain rapport qu'on a à soi, à la place qu'on occupe dans la société, aux relations qu'on a avec les autres, etc., etc. Donc il y a tout un travail de socialisation des élites sur lequel on ne va pas s'étendre aujourd'hui, mais qui vaudrait la peine de creuser et éventuellement dans la discussion si vous le souhaitez. Donc je laisse de côté provisoirement le mot élitisme, et j'en viens au deuxième mot qui pourrait vous paraître tout à fait banal, tout à fait ordinaire, et il l'est dans un sens, c'est le terme ambition. Et justement, c'est intéressant de voir qu'un terme aussi bête, aussi banal que celui-là, lui aussi pose un certain nombre d'enjeux, en tout cas n'est pas totalement transparent. En réalité, on peut dire que c'est ce qu'on appelle, parfois en linguistique, un signifiant creux. Et un signifiant tellement creux que finalement, chacun y voit un peu ce qu'il a envie d'y voir. Chacun y met un peu ce qu'il a envie d'y mettre, et généralement, tout le monde en ressort relativement content. C'est ce qui fait d'ailleurs que c'est un terme qui peut être utilisé de manière tout à fait fluide dans le discours politique. Bon, on ne prend pas beaucoup de risques en disant qu'on veut être ambitieux, ça fait de mal à personne, tout le monde est content, et surtout, ça ne clive pas le débat politique. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'en fait, c'est une notion qui est généralement employée de manière dépolitisée. C'est une manière de tenir un discours politique dépolitisé. Et ça, petite parenthèse, mais je crois qu'elle est quand même, elle vaut la peine d'être dite, il y a un truc quasi infaillible pour identifier en tout cas un mot qui participe justement à dépolitiser les questions politiques, c'est de se demander à quoi et à qui ce mot s'oppose. Et en général, quand ce mot ne s'oppose à rien et à personne, on peut se dire que 95% du temps, c'est un mot qui dépolitise la question. On peut avoir un petit voyant rouge qui s'allume. Et on pourrait faire le test aujourd'hui, on pourrait se demander ici, entre nous, qui n'est pas pour une école ambitieuse, je veux dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un seulement ici qui ne veut pas d'une école ambitieuse, ou même quelqu'un en Belgique qui ne veut pas d'une école ambitieuse? Alors vous pourriez me dire, oui, on en connaît, en tout cas on connaît des gens qui veulent moins d'écoles, qui veulent moins de services publics, ou qui veulent confier une plus grande part du travail éducatif au patronat, par exemple. Donc oui, ça c'est vrai. On en trouvera assez facilement. Par exemple, dans le cadre de l'enseignement en alternance, mais pas seulement. Mais ce qui est important, c'est que dans leur esprit, et je pense qu'ils n'ont pas tort, ce sont des réformes qui sont ambitieuses. En tout cas, ce sont des réformes dans leur esprit qui sont nécessaires pour accroître la qualité de la formation. Alors, par qualité de la formation, entendez dans leur esprit, ou dans cet esprit ici, former des élèves, de futurs travailleurs, bien ajustés aux besoins du marché du travail, etc., etc. Bon, c'est sans doute pas notre vision, en tout cas,
c'est pas la mienne, c'est pas sans doute celle d'un certain nombre de gens, ce n'est pas notre ambition, mais c'est une ambition. Hein. Et donc, politiquement, la question, c'est pas de savoir si on poursuit un projet ambitieux, mais bien de savoir quelle est l'ambition qu'on poursuit, ce qu'on poursuit comme ambition, ce qu'on veut apprendre, à qui, comment, dans quelles conditions, dans quel cadre, etc. C'est un tout petit déplacement, on a l'air d'un peu chipoté en disant ça, mais en réalité, ça évite déjà que soit dépolitisée la question assez rapidement dans le débat. Alors, je reviens du coup à notre question initiale. Est-ce qu'une école ambitieuse est condamnée à l'élitisme? Alors, ceux qui estiment généralement qu'une école ambitieuse ne peut s'adresser qu'à une élite, ils vont s'appuyer sur deux types d'arguments. Il y en a peut-être d'autres, mais nous, on en a principalement identifié deux. Le premier type d'argument, on va dire, ce sont des arguments de principe. Pour simplifier un peu, ils nous disent une grande ambition intellectuelle, ça n'a de sens que pour certains élèves, par principe. Ce serait absurde, ce serait sans doute paternaliste de vouloir imposer à tous, à tout le monde, une certaine ambition intellectuelle, une certaine ambition scolaire. Donc, dans cet esprit-là, de cet argument de principe, concilier ambition et égalité, ce serait une mauvaise idée, dans l'absolu, indépendamment des obstacles qui pourraient se présenter concrètement. Et puis, il y a un autre type d'argument, peut-être un peu plus subtil, qui, lui, se veut réaliste, qui n'est pas un argument de principe, mais qui est un argument qui se veut réaliste. Et cet argument-là, il nous dit, concilier ambition et égalité, en fait, ce n'est pas une mauvaise idée, c'est plutôt une chouette idée, ça nous est plutôt sympathique, mais malheureusement, c'est impossible, ça ne va pas marcher. Ça va être impossible à mettre en œuvre, parce que cet idéal va se heurter aux énormes différences d'aptitude entre élèves. Et c'est ce qui fait qu'en fait, au bout du compte, il va falloir choisir entre une école ambitieuse ou une école qui vise à une certaine égalité. En fait, dans l'esprit de cet argument, il n'y a pas 36 solutions. Soit on se préoccupe avant tout que tous les élèves aient acquis un certain nombre d'apprentissages, mais d'apprentissages de base dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, fatalement, on ne pousse pas on ne va pas très loin, on ne va pas trop haut, entre guillemets. Soit on essaye d'être le plus ambitieux possible, mais alors il faut se résoudre à amener aussi loin que possible un petit nombre d'élèves, une élite, appelons-la comme ça, on pourrait discuter le mot, quitte à ce que ceux qui s'avéreront incapables de suivre, empruntent d'autres chemins, soient inscrits dans d'autres filières et éventuellement soient forcés de l'être, inscrits dans d'autres filières. Alors c'est un raisonnement, je vous l'avais dit, qui est un tout petit peu plus subtil, en tout cas qui a une certaine logique, qui est un petit peu plus compliqué à démonter, et pourtant, nous, ce qu'on croit et ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est que cet argument n'est en fait pas très solide dès lors qu'on s'y attarde un petit peu. Alors, pour s'en rendre compte, il faut commencer par bien identifier les deux idéologies, ou les deux matrices idéologiques en tout cas, qui permettent de légitimer dans les discours l'élitisme scolaire, la vision élitiste de l'école. Et ces deux idéologies, en tout cas les deux que nous avons discuté aujourd'hui, c'est d'une part l'essentialisme et d'autre part la méritocratie. Alors on a fait le choix, c'est un choix parce qu'on ne peut pas parler de tout, de ne pas beaucoup parler de méritocratie parce que ce sont des choses un peu plus connues, je pense, et voilà, on pourra y revenir si c'est nécessaire, et surtout argumenter et discuter de la question de l'essentialisme. Alors, qu'est-ce qu'on entend par essentialisme ? On pourrait dire que l'essentialisme, c'est une idéologie, une vision des choses qui va attribuer aux élèves, aux individus, des dispositions qui sont innées et qui sont radicalement inégales les uns par rapport aux autres. Et pour le coup, ce sont des discours qui peuvent avoir différents degrés, qu'on va retrouver exprimés de différentes manières, mais que nous, on a beaucoup rencontrés, notamment quand on travaillait sur le livre dont Cécile parlait en introduction, Le salut par l'alternance. On avait fait, donc ce livre, on avait à la fois travaillé sur ce qui se passait dans l'enseignement en alternance à travers une enquête ethnographique. On avait passé plusieurs mois, 6-7 mois, dans une école pour suivre les élèves en classe pendant leur stage, etc. Mais on avait aussi analysé les discours.
les discours politiques, les discours médiatiques, les discours syndicaux, etc., etc. Et on avait beaucoup rencontré ce genre de discours essentialistes. L'idée est la suivante, l'idée c'est que les élèves seraient naturellement et radicalement inégaux du point de vue cognitif, de sorte que non seulement certains seraient moins intelligents que d'autres, mais en outre, tous ne seraient pas dotés de la même forme d'intelligence, avec tous les guillemets d'usage. En l'occurrence, il y en a certains qui seraient dotés d'une intelligence qu'on dira abstraite, ou en tout cas qui est dite dans certains discours abstraite, et qui seraient identifiables dès le plus jeune âge. Pour cela, les portes de l'enseignement général et des savoirs abstraits est grand ouvertes, et un enseignement général de longue durée, enfin bon bref, ce qui est généralement considéré comme les meilleures classes dans les meilleures filières, etc. Tandis que d'autres élèves, eux, seraient dotés d'une intelligence concrète, toujours les mêmes guillemets. Alors une intelligence concrète qui est valorisée dans ces textes, mais enfin on comprend bien que c'est bien l'intelligence concrète, mais c'est quand même un peu moins bien que l'intelligence abstraite. Il ne faut pas, pour le coup, s'y arrêter beaucoup pour se rendre compte. C'est une valorisation un peu péjorative. Une intelligence de la main, pour reprendre une expression qui a beaucoup repris la peine, enfin repris en citant le ministre qui avait fait une célèbre carte blanche sur le sujet. Et ces élèves-là, ils seraient davantage à leur place dans des activités de production, des activités qui sont dites concrètes, qui sont dites manuelles, etc., etc. Alors, ce raisonnement essentialiste, il est important parce que ce n'est pas juste un raisonnement, en fait, ce n'est pas juste un truc intellectuel, si on a envie d'y réfléchir ou quoi. En fait, ce sont c'est une manière de penser qui va concrètement légitimer un certain nombre de politiques scolaires. Et en particulier, ça va légitimer l'orientation précoce, la plus précoce possible pour certains, des élèves vers des filières distinctes et hiérarchisées, en l'occurrence le général pour les uns, je vous l'ai dit, et pour les autres, le professionnel, qui soit de plein exercice ou qui soit en alternance. Et nous, précisément, une partie de notre travail sur l'enseignement en alternance, il a consisté à essayer d'identifier et de discuter les enjeux politiques que véhiculait en fait toute une série de discours qui nous parlaient en permanence d'intelligence de la main, d'intelligence concrète, etc. etc. Parmi ces enjeux, une chose qui nous paraissait particulièrement importante, c'est que ces discours et les politiques donc qu'ils vont légitimer, ils participent d'un mouvement de remise au travail des enfants. Alors on pourrait dire, pour être peut-être moins polémique, de remise au travail des mineurs d'âge. Mais bon, on aime bien le terme enfant parce que justement, il a un petit côté polémique et qu'il a un côté saisissant, et qui nous semble d'ailleurs assez juste légalement. Estimer en fait que certains enfants sont faits pour les activités manuelles du fait de leur intelligence concrète, c'est souvent une manière euphémisée, polie, acceptable de dire que la place de ces enfants, elle est au travail, dans des postes d'exécution, et le plus tôt possible. Sachant qu'aux yeux de certains, quand je dis que le plus tôt est le mieux, c'est vraiment le plus tôt est le mieux. Donc certains préconisent ça à partir de 16 ans ou de 15 ans, comme c'est le cas maintenant. D'autres voudraient descendre à 14 ans ou déjà commencer les stages plus tôt. Enfin bon, c'est un peu la course à l'échalote, à qui proposera la mise en stage dans l'entreprise le plus tôt possible. L'idée étant que maintenir ces élèves ou ces jeunes, comme on les appelle, dans le même environnement scolaire que leurs camarades, trop longtemps, ça ne conduirait qu'à freiner l'ascension des uns, niveler par le bas, l'éternel discours, et à inutilement retarder la juste orientation, la bonne orientation de ces élèves à l'intelligence pas comme les autres. Alors, ce sont des idées, là j'étais un peu ironique sur la fin, mais je veux dire, ce sont des idées assez banales. Je veux dire, c'est des choses qu'on entend. Je n'ai pas caricaturé le fond, j'ai juste été un peu ironique sur la fin, mais le reste, je n'ai pas caricaturé ces idées. C'est vraiment ça qui est écrit, qu'on lit, qu'on entend. Et c'est tellement courant qu'en fait, on a banalisé ce genre de discours. Et je pense qu'on aurait intérêt au contraire, à un peu se défamiliariser avec ces discours, à les voir un peu comme des choses étranges, et à bien prendre la mesure en fait, de ce qu'on entend là et de ce à quoi on assiste là. Parce qu'il s'agit d'une inversion décisive par rapport à un processus historique qui a consisté à étendre
l'âge d'obligation scolaire pendant très longtemps et a retardé autant que possible l'entrée dans le monde du travail. Ça a été le processus historique qui s'étend, on va dire, sur les 150 dernières années, quoi, à la louche, hein, si on prend cette échelle-là. En tout cas, à part depuis 150 ans. En fait, le processus, actuellement, on le voit bien, il prend justement plutôt le chemin inverse, hein, depuis les années 80. Mais il prend le chemin inverse, et c'est ça qui est intéressant, sans être présenté comme tel, ou sans être clairement présenté comme tel, puisque officiellement, les stagiaires de l'enseignement en alternance, ils ne travaillent pas en entreprise. Ils se forment en entreprise. Et ça, ce n'est pas tout à fait la même chose de présenter les choses d'une manière ou d'une autre. Nous, nos observations, elles nous ont pourtant permis de constater, bien sûr, un cas n'est pas l'autre, une entreprise n'est pas l'autre, etc., etc. Toutes les nuances possibles et imaginables qu'on essaie de développer dans le bouquin. Mais globalement, les activités de ces stagiaires en entreprise, elles ne sont pas très différentes de celles de leurs collègues et des autres travailleurs. Et on ne peut pas dire qu'ils bénéficient, dans la plupart des cas, d'une formation initiale à proprement parler. Bien sûr, ils apprennent des choses en entreprise, hein, mais comme on apprend tous des choses en travaillant, hein, là, j'espère que je suis en train d'apprendre des choses, de m'améliorer, etc., etc. Pourtant, personne ne va nier le fait que je travaille, hein, je fais quelque chose. Bon, voilà. Donc, le fait qu'on apprenne des choses ne signifie pas qu'on n'est pas en train de travailler. Mais vous voyez déjà l'importance décisive, évidemment, des mots qu'on utilise et de la manière de nommer les choses. Faire comme si ces stagiaires n'étaient que dans une démarche d'apprentissage, eh bien, ça va dissimuler le fait qu'ils participent activement au processus de production. En fait, qu'ils produisent de la richesse. En réalité, ce ne sont pas que des jeunes en formation, ce sont aussi des travailleurs en train de produire de la richesse, mais des travailleurs auxquels on ne reconnaît pas le statut de travailleur. Ou pas clairement, en tout cas. Avec toutes les conséquences après qui vont s'en suivre, conséquences très concrètes, là, ce n'est pas juste des mots en termes de rémunération, de droit du travail, etc., etc. Ça va aussi influer sur la manière dont on va voir les choses, dont on va percevoir les choses. En fait, sur la manière dont ces mots vont nous affecter, sur la manière dont on va ressentir les choses. D'où l'intérêt justement du fait d'utiliser enfant, peut-être, enfin on pourra en discuter. Mais dire que des enfants en âge d'obligation scolaire travaillent en entreprise, bien, ça peut encore choquer, enfin j'espère en tout cas. Je pense que la formulation, d'ailleurs bon, j'ai testé quelques fois, on me dit « ah mais non », etc. Donc bon, ça heurte encore. Ça renvoie à des images justement issues du 19e siècle, etc., qui sont quand même pas tout à fait banalisées pour le coup. Mais comment être heurté par contre par le fait que ces élèves, les mêmes donc, se forment en stage, qui plus est dans une filière d'excellence, vu que c'est le vocabulaire qui est en permanence utilisé. Et là aussi, formidable renversement par les mots, évidemment. On en revient à l'enjeu de l'élitisme, mais dans une sorte de boucle. En fait, les dominés sont présentés comme l'élite du système scolaire. Extraordinaire renversement que de parler de filière d'excellence, indépendamment de la qualité du travail des uns et des autres. Il faudrait... Enfin, je n'ai pas pris de précaution, mais voilà, ce n'est pas de la morale, évidemment, ce n'est pas une question, mais objectivement, ce sont des élèves dans une trajectoire de relégation. Parler de filière d'excellence, bon, il faut relire Goffman et son analyse dont les institutions masquent, dissimulent la violence institutionnelle justement par tout ce jeu de langage, etc. Mais voilà, c'est quelque chose de, je crois, de très important. Bref, on voit que cette conception essentialiste, eh bien, elle alimente, ou elle peut alimenter en tout cas l'idée que, sauf à niveler par le bas et à renoncer aux grandes ambitions intellectuelles dont on parlait au départ, eh bien, l'égalité est impossible, elle semble impossible, puisque certains élèves seraient naturellement, essentiellement, intrinsèquement incapables de suivre un enseignement un tant soit peu ambitieux. Ce n'est pas leur type d'intelligence, qu'est-ce que vous voulez, que peut-on y faire, hein? Bien plus, cette ambition de donner la même chose à tout le monde, hein, ce ne serait pas souhaitable puisqu'on imposerait aux élèves un projet qui n'est pas le leur, avec tous les guillemets d'usage, qui ne correspondrait pas à leur nature, avec tous les guillemets d'usage, etc. Et on peut continuer comme ça tout le discours essentialiste classique, avec beaucoup de guillemets forcément. Alors si on avait 3 heures devant nous, 4, 5, je ne sais pas, quelques heures, ça vaudrait la peine de déconstruire le socle de ce discours essentialiste qui méconnaît, qui dissimule tout ce que nos aptitudes, nos goûts, nos désirs, notre volonté, pour dire un autre terme beaucoup utilisé, doit en tout cas à nos conditions d'existence, c'est-à-dire à la manière dont nous avons été façonnés
par nos conditions d'existence, à travers nos conditions d'existence. Bon, en gros, c'est l'histoire des sciences sociales, quoi. Hein, c'est des choses assez banales, mais qui sont remis en cause dans un certain nombre de discours aujourd'hui, et que donc ça vaut encore la peine, je crois, de continuer à les répéter. Mais sont à la fois des choses connues et pas tout à fait admises. C'est ça un peu le paradoxe. Maintenant, d'un point de vue politique, l'enjeu, il nous semble, de cette vision essentialiste, c'est surtout, ou c'est entre autres en tout cas, le fait qu'elle constitue un outil de lutte contre le droit à l'instruction. Le principe du droit à l'instruction, il pose que tous les élèves doivent jouir du même droit à être instruits, parce qu'on les considère politiquement, j'insiste sur ce mot, parce qu'on les considère politiquement comme des égaux. Pas indépendamment donc de leurs performances, de leurs aptitudes, etc. On les considère politiquement comme des égaux, donc ce droit vaut pour tous. En fait, se poser la question de savoir si tous les enfants sont dignes de jouir du droit à l'instruction, ça revient dans un autre domaine à se demander si tous les citoyens sont dignes de jouir du droit de vote, ou s'il faudrait revenir à un suffrage capacitaire dans lequel seuls les plus instruits, ou les plus diplômés, ou les plus informés, je ne sais pas quels critères on prendrait, auraient le droit de se présenter à des élections ou auraient le droit de voter. Bon, j'ai l'air de dire une énormité. En fait, ce sont des choses qu'on a beaucoup entendues, par exemple, pendant le mouvement des Gilets jaunes. Hein. Dans les médias, on a beaucoup entendu qu'il faudrait revenir à un suffrage censitaire. Enfin, ce n'était pas dit comme ça, mais on se demandait si ces gens-là pouvaient, si c'était bien normal que ces gens-là votent, etc. Bon, il faut lire, il y a un peu de travail là-dessus aussi, il faut lire ce qui s'est dit et écrit à ce moment-là. Bref, la vision progressiste de l'école, elle part d'une prémisse qui est radicalement différente, qui est plus ou moins l'opposé, à savoir, elle fait le pari, c'est un pari d'ailleurs, mais un pari raisonnable, en tout cas un pari rationnel, argumenté, qu'à de rares exceptions près, certains handicaps par exemple, qu'on peut prendre en compte, tous les enfants sont capables d'acquérir les savoirs scolaires, en ce compris des savoirs dits abstraits, qui sont principalement enseignés dans le général. Après, dans le cas d'un enseignant polytechnique, etc., je ne rentre pas dans ces considérations-là, hein, ça c'est autre chose. Maintenant, même en partant de ce principe, donc de ce principe, appelons-le progressiste, est-ce que ça supprime pour autant la tension dont je vous parlais au début entre égalité et ambition? Est-ce que ça résout le problème, entre guillemets, de dire ça? Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça signifie que, en réformant le système scolaire de manière progressiste, hein, ou je ne sais pas comment dire ça, ce serait possible du coup de viser l'excellence pour tous, pour reprendre cette formule discutable du pacte d'excellence, hein, formule beaucoup utilisée. Est-ce que du coup, voilà, ça résout le problème? En fait, nous, ce qu'on pense, c'est que ce n'est pas aussi simple, loin de là. Et ça, je vais laisser du coup la parole à Philippe pour argumenter dans ce sens. Voilà, merci Jean-Louis, merci encore à Cécile pour l'invitation. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, j'espère que vous m'entendez bien et que je ne vous vois pas hurler, je pense que ça va. Bien, donc effectivement, pour essayer de revenir sur cette idée d'accord, même si on admet que les élèves ne sont pas naturellement intrinsèquement incapables d'atteindre certaines ambitions, est-ce que pour autant on résout la tension pour commencer à essayer de répondre plus précisément à cette question? On pensait important de reconnaître qu'aujourd'hui, en tout cas, la possibilité de concilier un haut niveau d'exigence et une forme d'égalité scolaire n'avait rien d'évident. Même si on reconnaît que les écarts de savoir et de compétences entre élèves ne doivent rien à leur prétendue essence ou même à leur mérite, mais on n'a pas le temps de revenir là-dessus maintenant, ça n'empêche pas que ces écarts, ils existent. Autant certains élèves sont meilleurs du point de vue scolaire que d'autres, assimilent plus facilement les savoirs, font preuve d'un sens critique plus aiguisé, tout ce que vous voulez dire. Et donc, il me semble clair que le fait que les enseignants aient le sentiment d'être pris en tension en fait, entre deux principes contradictoires, c'est-à-dire d'un côté, soit devoir sacrifier les plus faibles, ou alors, s'ils s'occupent des plus faibles, devoir entraver les progrès des meilleurs, vu les écarts qui existent, ça nous semblait tout à fait compréhensible, puisque ces écarts sont objectivement très importants, et ce, en fait, dès les premières années, parfois, de la scolarité, même si ça ne fait que s'amplifier par la suite.
Alors, donc ça, c'est une réalité qui nous semble importante par rapport au fait que c'est une tension qui existe, je veux dire, empiriquement, quand on discute avec les enseignants, etc. Alors, évidemment qu'il existe des moyens d'organiser l'école de manière à ce qu'elle contribue à essayer de réduire cette tension, à réduire ces écarts, plutôt qu'à les creuser, comme en fait c'est le cas aujourd'hui. Alors, on peut parler de remédiation précoce, on peut parler d'améliorer la formation des enseignants, la mise en place d'un tronc commun, la réduction de la taille des classes, etc., etc. Donc, il y a évidemment toute une série de mesures pratiques qui peuvent réduire ces écarts, mais pour autant, et c'est vraiment une des idées qu'on voudrait défendre aujourd'hui, c'est que cette tension entre égalité et exigence intellectuelle, en fait, elle est sans doute moins liée à ces écarts de performance ou de compétences entre élèves qui sont jusqu'à un certain point inévitables, qu'à la manière dont ces écarts sont traités par l'école et la société dans son ensemble. Autrement dit, que les écarts soient importants ou non, c'est surtout ce qu'on en fait qui va produire une éventuelle tension entre ambition et égalité. En tout cas, c'est la thèse que je vais essayer de défendre maintenant. Et pour cela, je voudrais partir d'un premier constat qui est que, au fond, des écarts de compétences ou de performances entre élèves, il y en aura toujours. Il y aura toujours des élèves qui iront au-delà de ce qui est attendu, quelle que soit l'organisation scolaire. Tout enseignant, il fera face dans son groupe à des élèves meilleurs, à des moyens, à des moins bons. La question, ce n'est pas de savoir s'il y aura des écarts, la question est de savoir est-ce que c'est grave, est-ce que ça pose forcément problème. On peut vraiment penser que la coexistence d'élèves de niveaux différents, dans des limites relativement raisonnables, dans une même classe, ça n'empêche pas tous ces élèves d'apprendre. Qu'à un moment donné, des élèves soient meilleurs que d'autres dans certaines matières, si ce n'est pas toujours tous les mêmes dans toutes les matières, ça peut même être une bonne chose, ça peut être un gage d'émulation. Donc, penser que des écarts raisonnables de performance empêchent de fonctionner ensemble, c'est faire comme s'il était a priori impossible d'organiser une randonnée en montagne avec des gens de niveaux différents sans condamner les plus rapides à un ennui mortel, ou alors sans être contraint de laisser les plus lents se perdre dans la nuit. Et on a parfois l'impression que c'est cette image-là qu'on a de l'école. Au fond, voilà, si on met des élèves un peu différents ensemble, il va falloir nécessairement choisir entre les deux, comme si on ne pouvait pas s'accommoder de cette petite différence. Mais ce n'est pas du point de vue vraiment de la transmission des apprentissages qu'en réalité, la tension, ce n'est pas là qu'elle se cristallise. Le problème, il se pose en fait lorsque au cœur de l'organisation du système scolaire, on trouve une logique de sélection-relégation. Pour filer la métaphore de la randonnée, on peut dire ceci. Dès lors que la mission de l'école consiste en fait à déterminer qui sera prêt l'année prochaine à monter un col de 3000 mètres en courant, qui sera capable éventuellement de suivre cette élite de loin en marchant et qui est de toute façon trop éloigné de cet objectif et ferait mieux d'apprendre à conduire la voiture balai, alors dans ces cas-là, évidemment, le problème de la coexistence de ces élèves se pose de manière tout autre. Parce qu'évidemment, ceux qui vont devoir monter ce col en courant, il va y avoir une pression pour les pousser au maximum de leur capacité, pour voir s'ils peuvent ou non réussir cette performance, au fond, du point de vue scolaire, ça revient à dire, on va toujours avoir cette logique de pousser au maximum pour voir qui peut entrer dans la meilleure filière ou qui devra être renvoyé vers des filières de relégation, non pas parce qu'ils ne sont pas assez bons, mais simplement parce qu'ils sont moins bons que les autres. En fait, c'est quand on accepte cette logique de sélection-relégation, de hiérarchisation, et quand on l'inscrit au cœur du fonctionnement du système scolaire, de son organisation générale jusqu'à ses modes d'évaluation, qu'il devient alors impossible de concilier égalité et ambition. Parce que l'enjeu n'est plus alors de doter chacun dans l'absolu d'un même ensemble de ressources, mais de distinguer en termes relatifs ceux qui ont le moins et ceux qui en ont le plus, dans le but de séparer les uns et les autres. Et ça nous semble crucial de bien saisir que c'est cette logique qui est au cœur de cette tension. Alors, on pourrait du coup se dire, donc pour résoudre cette tension entre ambition et égalité, pour pouvoir vraiment fonctionner avec tous ces élèves ensemble tout en étant ambitieux, est-ce qu'il ne faudrait pas alors simplement abandonner toute logique de sélection? Et on pourrait se demander
si c'est bien raisonnable. Est-ce que, à l'inverse, il n'est pas utile que l'école identifie les élèves qui sont très performants dans tel ou tel domaine pour organiser la distribution des individus dans les différents secteurs de la vie professionnelle. Et c'est ici que, à notre avis, il est important de distinguer deux formes très différentes en fait de sélection. D'une part, celle qui consiste à reconnaître les compétences particulières développées par chacun et éventuellement le fait que ces compétences puissent être différenciées, et celle qui consiste par ailleurs, ou d'autre part plutôt, à distinguer une élite pour en faire un groupe social doté d'un certain nombre de privilèges. La première forme de sélection que j'ai évoquée, elle peut paraître raisonnable. Pour déterminer qui va occuper tel ou tel poste, il semble en effet raisonnable de mesurer les performances de chacun. Et dans une société à forte division technique du travail comme la nôtre, où il y a une grande spécialisation des métiers, des tâches, cette certification des savoirs, elle est probablement indispensable. Il faut réussir ses études, et même très brillamment, pour par exemple devenir chirurgien et avoir le droit d'opérer des patients atteints d'une maladie neurologique. Et si d'un côté on peut comprendre la déception de celui ou celle qui rêvait de faire ce travail et qui voit l'accès à la profession refusé par des résultats scolaires insuffisants, il n'empêche qu'en tant que patient, la veille d'une opération au cerveau, j'espérerais éventuellement que la sélection scolaire aura été exigeante, que l'on aura été ambitieux dans la formation dispensée, même si c'est forcément, même si ça conduit forcément à différencier les performances de certains élèves et d'autres et à reconnaître que certains sont meilleurs que d'autres. En cela, on peut dire qu'il est rationnel de ne pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi sans qu'on ait pu s'assurer qu'il en ait les capacités. Mais à bien y regarder, le type de sélection auquel contribue l'école et qui crée cette tension qu'on a évoquée n'est pas une sélection qui a juste pour objectif et juste pour conséquence de répartir pratiquement les individus dans des postes de travail en fonction de leurs aptitudes. C'est aussi en réalité une sélection qui contribue à légitimer le fait que les uns et les autres jouissent de conditions de vie extrêmement inégales. En effet, les différences de performance entre à une note, à un examen, elles sont converties à l'école en titres scolaires différenciés, diplôme de l'enseignement général, diplôme du professionnel par exemple, et ensuite en privilèges divers en termes de salaire, de conditions d'emploi, etc., avec des conséquences qui sont donc extrêmement importantes pour les uns et les autres. Si on peut reconnaître l'importance d'une sélection nécessaire du point de vue de la division technique du travail, on pourrait tout à fait envisager d'une part de repousser cette sélection au-delà de la scolarité obligatoire, d'avoir une même école secondaire pour tous. En effet, l'enjeu, comme on l'a dit, de cette sélection, normalement, si on le réduit à sa dimension technique, il se pose en fait au moment de la spécialisation de la formation. Pour ce qui concerne l'enseignement secondaire, jusqu'à la fin d'un tronc commun, on pourrait même étendre jusqu'à 18 ans, il n'y a aucune raison de limiter l'accès à une filière générale, éventuellement polytechnique. À ce stade de la scolarité, la différenciation scolaire n'est pas une nécessité, justement, du point de vue de la division technique du travail. Et donc, rien n'empêche, même si on accepte l'intérêt et même la nécessité de cette division technique, rien n'empêche qu'on mette en place une école obligatoire où chacun viserait l'obtention du même titre scolaire et où ça ferait partie de l'ambition du système de doter chacun de ce même titre scolaire sans aucune différenciation. De ce point de vue-là, du point de vue technique, elle n'est pas nécessaire avant une phase de spécialisation. Par ailleurs, on n'est pas non plus condamné à se servir de cette sélection technique pour justifier des inégalités de revenus, de pouvoir, de prestige, etc. Imaginons qu'on décide que lors d'un concours de médecine, les 50% les plus performants ont droit à faire une spécialisation, alors que les autres font la médecine générale, et que, voilà, donc on prend les meilleurs parce qu'on a besoin, pour les spécialisations, des meilleurs médecins possibles. Il faut bien répartir les uns et les autres dans la division technique du travail.
Rien n'oblige cependant à ce que les spécialistes bénéficient de revenus à ce point supérieurs aux généralistes. Ça vaut évidemment a fortiori pour les différences entre les médecins et les infirmiers et les infirmières. Je veux dire par là que le fait de sélectionner sur base des compétences ne dit rien de ce que cela doit donner ensuite, une fois qu'on convertit ces différences de performance en droits, en privilèges, en conditions de travail, etc. Alors, on peut, pour bien comprendre l'enjeu de tout ceci, faire une petite expérience de pensée. Que penserait-on dans la société dans laquelle nous vivons d'un système scolaire qui ne serait pas très soucieux de légitimer ces hiérarchies sociales, de légitimer le fait que certains gagnent davantage que d'autres, etc., mais qui, par ailleurs, prendrait très fort à cœur et exercerait très bien sa mission de transmission des savoirs. Donc, une école, au fond, qui serait capable de doter tous les élèves de compétences très élevées, si bien que tous en sortiraient dotés des savoirs enseignés, et on pourrait imaginer que tous réussiraient, par exemple, d'abord leur CEB, puis leur CAD, puis leur CESS, avec pour seule mention savoir et compétences acquis, et avec une note allant de 90 à 99%, et non plus de 50 à 99%, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, on aurait là une école très ambitieuse, mais absolument pas élitiste. Est-ce qu'on se réjouirait d'une telle école? Est-ce qu'on dirait qu'elle remplit bien sa mission? En réalité, c'est loin d'être certain. Certes, d'un côté, les enjeux de la division technique du travail seraient rencontrés. Non seulement les chirurgiens seraient bien formés, les infirmiers aussi, mais en plus, on pourrait encore continuer à dire qu'on prend les 98-99%, à ceux avec 98 et 99% pour les métiers les plus exigeants, et puis que ceux qui n'ont eu que 90%, ben voilà, ils feront quelque chose d'autre, voilà, ce n'est pas un problème. Mais on comprend bien qu'évidemment, ça coincerait un petit peu du point de vue de la division qu'on dit verticale du travail, c'est-à-dire cette hiérarchisation et de tous les privilèges qui en dépendent. Si le titre scolaire perd tout effet de rareté, si tout le monde réussit et même réussit très bien, il devient très difficile à ce moment-là de légitimer le fait de rémunérer 20 ou 30 fois plus certains travailleurs que d'autres, si tous ont un niveau de formation et de diplôme équivalent. Et donc, cet exemple un peu simpliste montre bien que la sélection scolaire, elle joue aujourd'hui un rôle politique et social décisif, en laissant entendre que les inégalités socio-professionnelles sont la conséquence des écarts de compétences entre élèves et la conséquence de ce qu'ils sont, de ce qu'ils méritent, d'une manière qui permet de ne pas interroger, évidemment, ces inégalités. Ce qui nous semble, en conclusion, c'est que, en réalité, tant qu'on cherche à séparer, et le terme est important, ceux qui sont brillants, ceux qui sont doués, on reste condamné à ce que l'ambition aille de pair avec l'élitisme. Pour une raison qui semble simple, c'est que pour produire cette élite, on va nécessairement distinguer autant que possible les uns et les autres, essayer de maximiser leurs performances, et maximiser même les écarts de performance pour mieux légitimer les inégalités. Et c'est ça qui va faire qu'évidemment, on ne se contentera jamais de dire « Ok, on a doté tout le monde des compétences qu'on visait, et puis si certains les ont acquises depuis un certain temps, ils peuvent faire autre chose. » Non, on va toujours vouloir pousser certains plus haut, créer, maximiser cet écart. Et dans un tel système, du coup, l'idée d'excellence pour tous, d'ailleurs, elle est une contradiction dans les termes, puisque, par définition, justement, viser l'excellence, c'est toujours vouloir tirer, si vous voulez, cet écart. Et donc, c'est un espèce d'oxymore, et sans doute rien d'autre qu'un élément de marketing politique un peu triste. On pourrait par ailleurs parler de toute la violence symbolique qu'un tel système produit contre les élèves qui sont relégués et qui vivent la stigmatisation du fait justement de ne pas faire partie de ces premiers de cordée, comme certains les appellent. Il n'y a évidemment aucune fatalité à ce que autant d'élèves arrivent en fin de scolarité avec d'immenses difficultés dans toute une série de matières, mais notre idée, c'est que vraiment pour y remédier, il faudrait commencer par concevoir une école qui se donne dès le départ
pour mission de faire acquérir à tous les élèves les compétences et les savoirs jugés indispensables. Et de ce point de vue-là, notre idée, au fond, c'est tout simplement de dire que dans toutes les discussions qu'on peut avoir, justement, autour du pacte d'excellence, autour de réformes scolaires et autres, c'est que les solutions sont d'abord des solutions politiques avant d'être sans doute des solutions pédagogiques. Au fond, on peut discuter beaucoup de la manière d'organiser l'école tant qu'on ne lui a pas donné des missions qui sont celles de produire de l'égalité plutôt que de produire de la sélection, on ne changera pas sans doute grand-chose. Et on peut penser même que l'école produira encore longtemps de l'échec scolaire et restera fondamentalement inégalitaire. Voilà, on va en rester là pour ce qui concerne cet exposé, et on vous remercie bien sûr de votre attention, et on est disponible pour toutes vos questions, vos commentaires, et je pense que c'est Cécile qui va nous faire le plaisir de gérer la discussion, et je le remercie déjà. Bon, je vais essayer. Merci énormément. C'était bien intéressant, mais un peu déprimant quand même à la fin. On a l'impression que notre combat, là, il est un peu perdu d'avance. Mais bon, on continue. Alors, pour l'instant, j'ai juste une interpellation. Une personne, c'est Benoît, et s'il veut prendre la parole, peut-être pour expliquer un peu ce qu'il voulait dire, il peut le faire. Ou bien je lis simplement son commentaire. Est-ce que Benoît nous entend? Est-ce qu'il a envie de prendre la parole? Il faut réactiver le micro. Allô? Oui, voilà. Ah, oui, voilà. Mais, donc, j'avais mis un commentaire, mais c'est parce que mon commentaire, j'avais mis au début de l'intervention sur cet élitisme, et je trouvais qu'il fallait aussi faire la différence entre former l'élite de demain, parce que notre société a besoin, je ne sais pas, moi je pars du principe que toutes les sociétés, il y a toujours eu une élite. On peut essayer de construire une société sans élite, mais je partais du point de vue qu'il y avait une élite, et que former l'élite de demain, c'est un des rôles de l'école, et ce n'est pas la même chose que de former les enfants de l'élite actuelle, ou maintenir les classes telles qu'elles sont, mais plutôt donner les chances et donner les outils à des enfants qui sortent de classes non élites à atteindre cet état-là. Et donc, je pensais qu'il y a quelque chose là qu'il faut peut-être creuser. Bon, vous devez répondre. Oui. Donc, Jean-Louis complétera, moi, une réponse rapide. Donc, quelque part, vous venez de refaire la distinction, bon, d'une part, la question de l'égalité des chances. Hein, ce qui compte, ce serait pas que ce serait que ce ne soit pas toujours les mêmes qui constituent l'élite. Bon, c'est effectivement, j'ai envie de dire, une préoccupation légitime de se dire, oui, ce serait bien que ce ne soit pas toujours les mêmes. Après, il me semble que c'est une vision de l'égalité ou même de l'équité tout à fait défendable, mais qui change peut-être pas grand-chose, parce qu'à la limite, certes, c'est sympa que ce ne soit pas toujours les mêmes, mais n'empêche que ce serait peut-être encore plus sympa qu'il n'y ait pas d'écart aussi important entre ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Et par rapport à ça, je pense que ce qui est intéressant ou ce qu'on peut questionner derrière le terme élite, c'est justement tout ce qu'il renvoie dans notre imaginaire comme étant lié à la question de l'essentialisme que Jean-Louis a évoqué, c'est-à-dire quand vous dites former l'élite, je ne pense pas que les gens aient simplement en tête identifier ceux qui, dans des compétences particulières qu'on peut discuter et qui d'ailleurs sont parfois utiles, mais parfois pas utiles, parce que je veux dire, former des traders, c'est pas, on peut se demander, alors c'est une tarte à la crème ce que je sors, mais je veux dire, voilà, on peut se demander si c'est vraiment utile ou si c'est ce qu'il y a de plus utile. Peut-être que demain, on va surtout avoir besoin de bons agriculteurs. Enfin bref, oui, donc il y a aussi cette discussion-là sur l'élite par rapport à quelle valeur, à quelle priorité. Mais justement, cette élite, ce n'est pas juste des gens. Élite, ça ne veut pas dire les gens qui ont le plus de compétences dans des domaines particuliers qu'on a jugés utiles à intenter. La médecine, l'agriculture, etc. L'élite, c'est des gens qui seraient meilleurs en soi. En fait, élite, c'est une forme d'aristocratie, je pense. On identifie les gens qui seraient meilleurs, qui seraient des meilleurs. Alors, on parle de décideurs. On parlait il y a 10 ans de décideurs. Aujourd'hui, on parle de game changers. Enfin, oui, on construit des gens comme étant meilleurs.
Et ça, ce n'est pas juste une question de on a besoin de gens très compétents. Et de fait, on va reconnaître qu'ils sont très compétents et du coup leur donner le droit et la possibilité de faire des métiers qui nécessitent leurs compétences. Mais parler d'élite et construire une élite, et le système scolaire y contribue effectivement, c'est surtout construire des gens comme étant meilleurs et comme étant tellement meilleurs et tellement respectables que forcément, ils méritent les privilèges qu'ils ont et que forcément, nous devrions presque les remercier d'accepter qu'on les leur donne. Et je pense que c'est ça, évidemment, qui est en jeu, c'est ces deux visions politiques très différentes justement des hiérarchies sociales, c'est-à-dire de hiérarchies qui sont soit des nécessités techniques, mais qui peuvent être extrêmement réduites, soit au contraire une vision où on pense qu'au fond, effectivement, il y a dans notre société des individus qui valent davantage que d'autres. Jean-Louis, tu veux ajouter quelque chose? J'ai pas grand-chose à ajouter, parce que je crois que voilà, Philippe a dit l'essentiel, mais effectivement, si je voulais commencer en définissant les termes, c'est bien pour cette raison-là, c'est qu'effectivement, c'est un terme qu'on peut comprendre de manière, voilà, on peut lui donner des acceptions assez différentes, quoi. Nous, l'acception en tout cas qu'on lui donne, quand on parle d'élitisme, on parle bien d'un processus politique, en fait, et un processus politique qui conduit à séparer, à distinguer en séparant une petite catégorie de personnes, en tout cas une catégorie de personnes, du reste du commun. Et ça, c'est comme le dit Philippe, c'est indépendant finalement presque du fait que certains sont meilleurs ou moins bons que d'autres. Oui, il y aura toujours des meilleurs et des moins bons dans un domaine ou dans l'autre, quoi. Mais le processus politique qui conduit à distinguer, à isoler, à séparer et du coup à donner toute une série de privilèges aux uns et donc ou d'interdire du coup aux autres ces privilèges-là, ça c'est un processus politique qui est très discutable. Mais c'est pour ça qu'on a insisté beaucoup sur le fait de reconnaître l'importance de la sélection pour une division technique du travail, alors qu'il pourrait prendre d'autres formes, hein. Il peut y avoir des systèmes de rotation, etc., mais qu'en gros, qu'il faille des gens bien formés pour qu'une société fonctionne bien, en tout cas des gens qui fassent bien les activités qu'ils font, mais ça, nous, on n'a vraiment pas envie de remettre ça en question. Maintenant, est-ce qu'il faut appeler ça une élite et la traiter comme une élite avec tout ce que ça a comme conséquence? Ça, c'est moins évident. Ok, merci bien. Alors, je vais donner la parole à Jean-Pierre qui l'a demandé. Oui, merci Cécile. Et ouais, d'abord un double merci aux deux intervenants d'aujourd'hui. D'une part pour leur intervention de ce soir que j'ai trouvé vraiment excellente, et aussi pour le livre qu'ils ont commis, hein, Le Salut par l'alternance, que j'ai en fait lu il n'y a pas très longtemps. J'ai un peu honte de le dire parce que ça fait plus de 2 ans que je l'ai acheté, mais voilà. Salut par l'alternance, sans point d'interrogation. Cécile, contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure, il n'y a pas de point d'interrogation, mais je pense que c'était volontairement provocateur, évidemment, dans le titre de le mettre sans point de raison, mais que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Donc voilà, ça c'était pour les deux remerciements. Alors, par rapport à aujourd'hui, je voulais d'abord faire une remarque. Donc, vous avez dit, je pense que c'est Jean-Louis qui a dit, on ne va pas beaucoup insister sur l'aspect déconstruire le discours essentialiste, et c'est un choix évidemment tout à fait respectable, et vous avez parlé d'autre chose qui est sans doute encore plus fondamentale, c'est vrai, mais je voudrais quand même insister sur le fait que c'est pas du tout, comment dire, c'est pas du tout gagné, du tout un acquis. Cette conception essentialiste, elle est extrêmement ancrée et présente. Alors, c'est pas très politiquement correct de parler, parler dans l'essentialisme et donc de tenir un discours essentialiste. Donc, c'est vrai que souvent on l'enrobe, mais implicitement, on sent que c'est encore quand même très présent, et chez certains, c'est aussi tout à fait explicite. Et donc, je veux dire, c'est un combat qui n'est pas gagné et qui est simple, qui n'est pas simple à mener. Je veux dire, donc ça, il faut quand même le tenir en compte. Mais c'est vrai que derrière ces conceptions essentialistes, il y a souvent une conception de la société qui est différente et sur laquelle vous avez mis le doigt. Mais c'est l'autre point sur lequel je voulais aussi insister. Je pense que vous avez dit à un moment donné, je
pense que c'est plutôt Philippe qui a dit, bon, il y a l'aspect sélection pour les différents métiers, ça personne va contester que ça doit se faire, il y a une division technique des métiers et donc une division technique nécessaire des savoirs à un moment donné, mais ça c'est différent de former une élite dont on va par après légitimer des écarts énormes de salaire, de conditions, etc. Et c'est évidemment tout à fait vrai, mais je trouve, et c'est pas vraiment une question, mais je voulais faire remarquer là-dessus que ça démontre que, et je pense que c'était implicite dans votre intervention, c'était peut-être pas aussi tout à fait explicite, mais c'était implicite, ça démontre que le combat pour une école démocratique, pour une école plus démocratique, ne peut en aucun cas être coupé d'un combat pour une société plus démocratique. Parce qu'on sent bien que si on devait aller vers la sorte d'école idéale, qui est celle qu'on veut aussi, que vous partagez, quelque part, il y a un hiatus par rapport à la société, parce que la société, elle, ne l'est pas. Il faut bien, à un moment donné, dans le cadre de la société actuelle, que ces élites, si pas soient formées, en tout cas, arrivent sur le marché, je veux dire, du travail, voilà, et que ce soit légitimé. Et donc, je veux dire par là que mais c'est pas du tout le contraire de ce que vous avez dit, donc c'est pas une critique de ce que vous avez dit, mais je veux insister sur le fait que, évidemment, il y a une dialectique, parce que parfois, alors, quand on dit ça, on dit bah oui, battons-nous pour une société plus juste, et puis on parlera d'école après. Et c'est pas ce que je veux dire. Je pense qu'il faut vraiment aller dans les deux sens, mais il y a une dialectique entre se battre pour une société plus démocratique et se battre pour une école plus démocratique. Et on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Certainement pas une école plus démocratique sans une société plus démocratique. Voilà. Et alors, dernière chose, plus ponctuelle, mais je pense aussi que Philippe a dit, on pourrait très bien imaginer un tronc commun possible jusqu'à 18 ans, pourquoi pas, jusqu'à la fin de l'école obligatoire. Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà dit en certains endroits, en tout cas, et ça peut être plus terre à terre, ce que je veux dire maintenant, mais alors à ce moment-là, souvent ce que je prends comme remarque, c'est oui, mais bon, les jeunes de milieu populaire, ils ont besoin d'avoir un travail, et si on commence à apprendre son travail à 18 ans, c'est quand même un peu tard, ils vont alors seulement commencer à travailler à 20 ou 21 ans, donc voilà. Qu'est-ce que vous répondriez à ça quand on si on vous rétorque ça, en fait, par rapport à... Voilà, c'est un peu la seule question que j'ai. Le reste, c'était plutôt des remarques, mais voilà. Bon, ben, à vous. Moi, je peux intervenir, mais très brièvement, parce qu'en fait, on est effectivement d'accord sur l'essentiel, mais ça me permet juste de rebondir peut-être sur... Je comprends pourquoi tu le disais, Cécile, que c'était finalement une conclusion un peu triste, parce que je crois qu'elle l'était dans la forme, mais par contre, sur le fond, je ne suis pas sûr qu'elle était triste, parce qu'elle disait autrement, finalement, ce que Jean-Pierre vient de dire, c'est juste que pour nous, le combat, il n'est pas perdu d'avance, et il n'est pas différent de ce que la PET fait, précisément parce que la PET fait un combat politique, et pas simplement un combat... alors pédagogique, le pédagogique est politique aussi, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'était de prendre la question dans son ensemble, et donc notamment de penser l'égalité à l'école, en lien, évidemment, avec le reste de la société. Et c'est ce qu'on fait quand on essaye de lier explicitement la sélection scolaire avec les inégalités et les privilèges que ça légitime. Et par rapport à la question, alors du coup, elle m'échappe à l'instant parce que je ne l'ai pas noté. Oui, tronc commun jusqu'à 18 ans, et qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on rétorquerait? Pour moi, c'est assez simple. Je ne vois pas pourquoi les élèves de milieu populaire ont nécessairement besoin de travailler à 19. En fait, ils ont besoin de travailler à 19 s'ils n'ont pas d'argent. Donc, les réponses, elles sont dans le salaire universel à la Frio, dans plein de choses de ce genre-là, en fait. Voilà, je ne vois pas très bien le souci. En fait, le souci n'existe que parce que les inégalités font que des gens se retrouvent acculés à devoir travailler. En fait, c'est le même raisonnement que celui qui légitime le fait que les élèves de l'enseignement en alternance sont bien contents à 16 ans de toucher 300 ou 400 euros par mois pour, alors dit-on, pour leurs besoins de consommation. En réalité, c'est souvent, enfin en tout cas c'est parfois aussi pour des besoins primaires. Il faudrait faire en sorte qu'il n'y ait pas ces besoins primaires déjà, et on résoudrait une grande partie du problème. Et ça fait la boucle avec ton autre question, ton autre remarque, qui effectivement, on ne peut pas prendre, je pense, la question, mais ça fait longtemps que je défends ça pour le coup, on ne peut pas prendre la question scolaire indépendamment du reste de la vision du monde qu'on défend. Ça n'a aucun sens, en fait. Donc oui, voilà, pas être trop long parce que je suis d'accord. Donc il n'y a pas beaucoup à dire. Philippe, tu veux rajouter quelque chose ou je peux donner la parole à quelqu'un? Non, je pense que c'est fondamental, et je pense que là, pour le coup, ça vaut peut-être la peine de le dire, mais simplement,
c'est vrai que moi, c'est une ligne de fracture que je trouve qu'il faut assumer de plus en plus par rapport à d'autres collectifs, d'autres personnes, je veux dire groupes, individus qui participent, qui se préoccupent de réformer l'école, mais sans assumer cette dimension politique. Je veux dire par là, sans assumer que cette dimension de désaccord, en fait. Je veux dire, quand je dis politique, moi, c'est aussi de dissensus, du coup. Il n'y a pas, en fait, alors, soi-disant, et je peux le comprendre jusqu'à un certain point, personne n'est pour les inégalités scolaires, mais en fait, on ne les comprend pas de la même manière ou on ne les problématise pas de la même manière, mais donc, croire que justement, on peut mener des réformes comme le pacte d'excellence qui sont basées sur une logique de consensus et pas de vision, pas de projet politique, ça, je pense que ça devrait être, mais depuis longtemps, mais c'est d'ailleurs ce qui, moi, me suscite parfois un peu d'amertume chez moi, c'est que normalement, il y a toute une série de gens qui devraient avoir compris qu'il ne faut pas faire ça. Je veux dire que voilà, qu'à un moment, on dit non, on ne joue plus ce jeu-là. Minimalement, on ne joue pas ce jeu-là. Le combat, il est ni perdu ni déjà gagné, mais minimalement, on sait où il est normalement. Et donc, on ne fait pas semblant qu'il est... en tout cas, on ne peut certainement pas le gagner en ne le menant pas là où il se trouve. Et je pense que là, il y a quand même... Si vous voulez, moi justement, parce que je suis ni optimiste ni pessimiste, je trouve que le minimum de réalisme, c'est au moins d'avoir l'honnêteté intellectuelle de mener le combat là où il se trouve. Et ça, par contre, ça c'est mon coup de gueule ou mon opposition franche par rapport à d'autres façons d'envisager les questions de réforme de l'école. Mais c'est certainement pas un point de divergence avec la PED, par contre. Ça, je crois qu'on l'avait bien compris. Alors, je vais donner la parole maintenant à Arnaud, et puis il y aura Bernard qui voulait aussi intervenir, mais d'abord Arnaud. Bonjour, voilà, merci. Moi, je posais une question à la fois un peu naïve, et puis j'espère que je vais arriver à la formuler, parce qu'il y a beaucoup d'informations, et ça dépasse probablement la totalité de mes compétences à moi pour pouvoir synthétiser tout ça. Mais je m'interroge sur la question, alors même si, donc, évidemment, je rejoins entièrement tout ce qui a été dit, et je pense que, enfin, Philippe me connaît un peu pour savoir que l'idée de penser que les solutions sont d'abord politiques et qu'elles doivent être assumées comme telles me parle énormément, évidemment. Mais alors, une question que je me pose, c'est sur la question des stratégies, c'est-à-dire des stratégies de changement. Par rapport à la question justement de la dimension politique de la pédagogie et de la didactique elle-même. C'est-à-dire que si on s'interroge sur l'ambiguïté du terme égalité des chances, c'est un débat qu'on a souvent avec Jérôme, mon binôme, c'est est-ce qu'on, quand on parle d'égalité des chances, on parle d'égalité des chances de réussir à l'école ou on parle d'égalité des chances de réussir dans la vie. Alors on a assez clairement écarté l'idée que cette fausse égalité des chances qui dit on fait le même tarif pour tout le monde à l'école permettrait d'accéder à l'égalité, parce que ça, c'est évidemment un leurre, je pense, surtout si on part avec des inégalités initiales. Par contre, l'égalité des chances qui permettrait à tous d'accéder à... Donc, les chances de réussir après la formation, ça fait partie de la distinction que je voudrais faire entre le niveau et le potentiel. C'est-à-dire que didactiquement, on peut atteindre un certain niveau à l'école, mais on peut aussi donner à tous les élèves un certain potentiel de pouvoir réussir après l'école, c'est-à-dire de pouvoir entreprendre des études supérieures, de pouvoir avoir des compétences qui leur permettent, en fait, toutes ces compétences qui parfois manquent aux classes populaires ou aux indices socio-économiques plus faibles pour pouvoir entreprendre des études poussées ou supérieures, et sur lesquelles on a tendance à les sélectionner, tous ces curriculums invisibles, toutes ces choses qu'on n'enseigne pas assez à l'école et sur lesquelles on évalue les élèves pour les trier entre le technique, le professionnel ou le général. Est-ce que finalement, augmenter didactiquement ces compétences-là chez les élèves qui ne les ont pas, et laisser évidemment ceux qui les ont les avoir et les encourager, mais ne pas... disons que l'égalité des résultats, ce serait plutôt une égalité des potentiels plus qu'une égalité des niveaux. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas avoir des élèves qui auraient, alors 16, 18, ça c'est vraiment un débat à avoir, mais qui ne devraient avoir tous les mêmes connaissances, les mêmes capacités, mais plutôt les mêmes, avoir acquis ou intégré les mêmes processus d'acquisition de savoir. C'est ce fameux truc qui dit que l'école sert à apprendre à apprendre, hein. C'est un peu une vieille histoire. C'est que si on arrive à les amener tous à 16 ans à être capables d'entreprendre des études de chirurgie, après, ces études de chirurgie départageront les gens qui ont le plus le courage, la force, voilà, l'envie d'aller jusqu'au bout de ces cursus.
et d'être compétent pour m'opérer, parce que moi aussi, comme toi, Philippe, je préfère être opéré par quelqu'un qui a bien travaillé, que de se dire, et alors, moi, je pense que ça doit être fait main dans la main avec le changement de rapport aux élites, mais il y a un truc qui m'inquiète stratégiquement quand on dit, quand on met d'abord le politique avant le didactique, parce que le politique, ça veut dire faire changer le regard que la société a sur les chirurgiens d'une certaine manière. C'est-à-dire de dire payer plus les chirurgiens que les gens qui ne sont pas chirurgiens, ou que les infirmières, par exemple. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là, mais faire changer ce rapport-là dans le regard de la société, j'ai l'impression, représente une tâche tellement énorme par rapport à l'idée qu'on pourrait infiltrer dans la pédagogie et dans la didactique l'idée de rendre tous les élèves compétents à devenir chirurgiens après le secondaire. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. C'était un peu, voilà. Mais donc, c'est une question que je me pose en termes de stratégie, parce que je suis d'accord avec les deux visions. Ouais. Je pense que c'est pas... Enfin, moi, je pense avoir compris, mais je vais essayer de voir... Enfin, tu me le diras si je t'ai compris. Alors, sur le premier point, niveau potentiel, en fait, je pense que c'est... Comment dire ? C'est parce que tu présupposes que l'école est censée mesurer le niveau et pas le potentiel. Mais en fait, c'est parce que c'est une école qui tourne mal, ça, entre guillemets. Enfin, je veux dire, normalement, les compétences dont tu parles, quand tu dis, ben oui, en fait, il faudrait qu'elle donne ce qu'il faut pour apprendre à apprendre, peu importe si on a 18 ou 14 sur 20, mais c'est absurde. Autant mesurer ces compétences-là si c'est celles qui sont vraiment fondamentales. Donc, je veux dire par là que, et si elles sont vraiment fondamentales, alors il faut que tout le monde les ait. Donc, je ne pense pas qu'il y ait là comment dire, de choix à faire ou même de tension. Fondamentalement, il y a un enjeu autour d'identifier effectivement les ressources qu'on estime vraiment nécessaires pour, que ce soit pour poursuivre des études supérieures, pour fonctionner dans la société, pour tout ce qu'on veut. Et ces ressources-là, alors il faudrait que tout le monde y ait accès. Et on le répète, avec toujours des écarts. Il y aura toujours des écarts. Mais l'idée est de dire ces écarts n'auront d'importance que si on essaie de les transformer, aussi petits soient-ils, hein, parce que même avec 10%, on pourrait s'amuser à faire des écarts de 30 fois le salaire entre celui qui a 90 et celui qui a 99. Ce sera plus compliqué, évidemment, à légitimer. D'accord ? Mais n'empêche, je veux dire, on pourrait quand même, parce que de toute façon, tout ça, c'est une façon de calculer. Donc, je veux dire par là que, est-ce qu'aujourd'hui, l'élève qui a 50% au CEB, il sait la moitié moins de celui qui a 99 ? Ce n'est pas comme ça, de toute façon. Donc, je veux dire, de toute façon, ces écarts, ce n'est pas de la mathématique, entre guillemets, hein, c'est de toute façon une construction sociale aussi. Donc, et on pourrait les construire de différentes manières pour qu'ils apparaissent comme grands ou comme petits. Je veux dire, ça fait partie des enjeux. Mais je pense qu'en tout cas, du point de vue des objectifs, on peut assez clairement dire, oui, l'ambition, c'est une ambition d'exigence intellectuelle pour tous les élèves. Et cette exigence intellectuelle, c'est effectivement pas savoir des dates ou des choses qui ne seraient pas utiles parce que ce ne seraient pas des ressources fondamentales, mais c'est au contraire, et ce n'est pas de base. Moi, je préfère fondamental que de base. De base, ça fait minimaliste. Fondamental, c'est ce qui va permettre de construire pour tout le reste. Sur ton opposition didactique politique, moi, je pense que c'est en lien avec ce que Jean-Pierre a dit. C'est-à-dire, évidemment que pour remettre en question les inégalités entre les chirurgiens et les infirmières, puisque je ne m'amuse pas à féminiser exprès les chirurgiens, parce que, mine de rien, c'est très souvent encore des chirurgiens et des infirmières, même si ça change, bon, d'accord. Pour réduire ces inégalités-là, il faudrait arrêter de les voir comme étant des personnes aussi différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, tant qu'on les construit comme différents, et c'est bien c'est dans cette optique-là que tant qu'on construit les uns comme une élite, etc., et les autres pas, ça devient très difficile de les traiter de manière égale. Or, effectivement, pour pouvoir ne plus les construire différemment, il faudrait que l'école les traite un peu moins différemment. Enfin, les construise moins comme différents, pardon. D'accord ? Et à la fois, donc on se dit, ah oui, il faut commencer par l'école, et à la fois, pour que l'école arrête de les construire comme différents, il faudrait décider politiquement de changer l'école, et pas juste de penser qu'on va faire une réformette. Donc, même si elle a l'air très ambitieuse, ça reste une réformette si elle ne change pas la mission fondamentale. Donc, c'est là qu'il n'y a pas à choisir. Jean-Pierre a parlé de dialectique, ça dit bien ce que ça veut dire ici, je pense, c'est-à-dire que il n'y a pas la thèse ou l'antithèse, ça doit être les deux en même temps. Et donc, je pense que c'est aussi l'enjeu de la peine, c'est de dire, effectivement, l'école est un lieu clé où on a peut-être une brèche pour
changer cet imaginaire politique du chirurgien et de l'infirmière. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quelque part, l'école est un lieu où les inégalités sont illégitimes. Et où donc on peut s'appuyer sur cette illégitimité pour essayer peut-être pour avoir un levier plus accessible pour changer les choses. Moi, je pense que c'est un des sens pour moi du combat de la paix, c'est de dire, par où on commence quand même, il y a l'idée que quand même l'école, c'est peut-être un lieu clé, et notamment à mon avis parce qu'il s'y pose des questions, parce qu'il y a des gens qui y travaillent, les enseignants notamment, même s'ils sont très divers, etc., qui font qu'il y a peut-être là un lieu où on peut poser la question de l'égalité autrement. Mais je suis moi convaincu qu'effectivement, si on avait une ambition égalitaire pour l'école, comme point de départ, il faudrait effectivement, à travers ça, cesser d'avoir des dispositifs didactiques, pédagogiques, d'évaluation, etc., qui, à ce point-là, construisent les élèves comme des êtres différents. Ça me permet de revenir sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure, parce qu'on a parlé beaucoup de construction des élites, etc. En fait, l'école, elle ne fait pas que construire des élites, elle construit des hiérarchies, elle construit des classes, et des classes et des sous-classes, etc. Elle construit plein de hiérarchies. Mais ce qu'elle fait toujours quand elle fait ça, c'est qu'elle dit aux élèves, tu es X, ou Y, ou Z. C'est dans ta chair, ce n'est pas le résultat à nouveau d'une évaluation arbitraire qu'on pourrait discuter. Non, ça dit qui tu es, et c'est ça qui fait aussi la violence symbolique de ceux qui se trouvent, qui pèsent sur ceux qui sont en dessous. Et là, évidemment qu'il y a plein de dispositifs qui disent moins, qui relativiseraient ces sanctions scolaires, qui seraient moins voués à leur dire qui ils sont. Et qui feraient aussi, parce que c'est aussi ça notre idée de la source de la tension entre égalité et ambition, qui ferait que l'enjeu serait moins tendu. Parce qu'évidemment, et moi, je veux dire, il faut chaque fois se rappeler l'importance de cet enjeu pour les élèves de ne pas avoir seulement 10 ou seulement 12 parce que les autres ont 18 et alors les autres, ils sont excellents et on leur met excellent sur leur feuille. Enfin, bref, on connaît tous ces micro-dispositifs qui font qu'effectivement, il y a un enjeu constant pour les élèves d'essayer d'aller vers le plus haut et de ne pas être lâchés, entre guillemets. Et que c'est ça qui fait que c'est impossible de dire à un élève, écoute, bon, ça va, toi, tu as déjà compris, maintenant, tu fais autre chose. Quoi. Je veux dire, on va s'occuper de... Enfin, c'est ça qui rend ça impossible pour les élèves, pour les parents, pour les profs, pour tout le monde. D'accord? Et donc, moi, je pense effectivement qu'il y a plein de choses à faire pour essayer, dans les classes, de sortir de cet imaginaire. Mais à la fois, il faut déjà avoir décidé un peu d'en sortir pour pouvoir le faire. Donc, c'est là que malgré tout, ça reste, si tu veux, indissociable. Mais il est clair que je continue de penser que l'école est un lieu qui y contribue fortement et donc on a intérêt fortement à investir pour casser cette logique de construction des différences, enfin, pour cesser de construire les individus et les groupes précisément comme des groupes qui seraient qui correspondraient à des êtres de niveaux différents et qui du coup contribuent à naturaliser tout ce qui s'ensuit après dans la suite des parcours. Jean-Louis, tu veux ajouter quelque chose? 3 secondes juste pour dire que d'une part, c'est vrai que c'est juste par rapport à tout début de l'intervention d'Arnaud qui se posait un peu la question entre penser l'égalité des chances, de réussir à l'école ou dans la vie, etc. Bon, je ne vais pas développer, mais moi, je proposerais plutôt de sortir du concept d'égalité des chances, en fait, tout simplement, qui je crois, est vraiment très, très problématique, enfin, empêche de penser l'égalité, ou d'autres formes d'égalité, en tout cas. Bon, bref, mais ça, c'est vrai que ça nous amènerait à une longue discussion. Et puis, je vais faire un hors-sujet qui pour pur plaisir, mais qui n'est pas tout à fait hors sujet, c'est que aussi pour lutter contre l'essentialisme, moi je conseille d'aller voir le spectacle d'Arnaud, que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré, mais que j'ai trouvé extraordinaire. Donc voilà, pour dénaturaliser les enjeux de la langue, pour désessentialiser les enjeux de la langue, et la valeur qu'on attribue aux usagers du coup de la langue aussi, enfin, on est en plein en fait dans le même débat. La convivialité, c'était vraiment un spectacle fabuleux. Enfin, voilà, moi j'ai adoré. Donc c'est un peu un mélange de publicité, de hors-sujet, mais qui n'est pas tout à fait hors-sujet. Ça me permet aussi de voir... Merci pour le conseil. Du coup, je me souviens, j'ai vu aussi le spectacle très très bien.
Bon, Merci, mais c'est juste que la désessentialisation fait partie aussi du travail qu'on fait sur le nouveau spectacle. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, dénaturaliser les niveaux, la question des potentiels, etc., est au cœur de ce qu'on fait. C'est pour ça que je pose ces questions ici. C'est parce que c'est aussi pour travailler pour le nouveau spectacle que je suis là. Donc c'est super et merci beaucoup. on se réjouit de voir ça. Et donc, tu apprends et tu travailles en même temps. C'est génial. Hein. Et tu trouves ça normal, vraiment, quand on apprend, on travaille mais je pas. suis très mal payé pour le faire en ce moment. Donc, C'est ça. rassure-toi. Donc ça va alors, c'est normal. Alors c'est bon. Alors. Alors c'est bon, tu peux. Et donc, je vais donner la parole alors à Bernard. Oui, bonjour, bonjour. Mais voilà, donc moi je partage tout à fait l'objectif de faire en sorte que l'école ne participe pas à la légitimation des inégalités de place en fonction des rôles que les uns et les autres jouent dans la société. Mais je voulais quand même un peu poser la question de savoir qu'est-ce qu'on veut égaliser au niveau de la société. On a parlé des conditions de travail, on a parlé des salaires. Est-ce que c'est d'abord ça ou exclusivement ça? Est-ce que ce n'est pas d'abord et avant tout les inégalités de pouvoir, par exemple entre les infirmières et le généraliste le spécialiste dont elles dépendent? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut égaliser? Et moi, personnellement, je pense que ce qu'il y a de plus essentiel à égaliser, c'est le pouvoir, qui n'est pas nécessairement une égalisation des responsabilités et la négation d'instances de décision, mais en tous les cas, l'égalisation maximale du pouvoir de décider des grandes orientations d'une entreprise, d'un hôpital, d'une école, d'une société, etc. Donc, cette question-là, donc, qu'est-ce que vous voulez égaliser au niveau société? Et puis l'autre question, c'est comment alors l'école y contribue-t-elle? J'ai l'impression que, en pointillé dans votre présentation et dans les prises de position de la PET, que ce qu'il faut égaliser, c'est quelque part un socle de connaissances et de compétences, d'apprendre à apprendre ou de connaissances de base, donc des capacités, on a dit tantôt des potentialités, voilà, tout ce genre de choses-là. Et donc, on est dans des capacités, des compétences, etc. Mais si on se dit qu'on veut essayer de faire en sorte que l'école contribue à une société où règne davantage l'égalité de pouvoir, je pense que la mission essentielle de l'école, au-delà d'apprendre des connaissances, des compétences, etc., c'est d'abord d'inculquer, osons le terme, inculquer le fait que la norme, c'est qu'effectivement, rien ne justifie que X ait le pouvoir sur Y. En tous les cas, pour ce qui concerne la prise de décision des grandes orientations. Et il me semble que ça veut dire que l'école devrait assumer ça comme objectif. Ce qui veut dire que ça ne s'assume pas uniquement par la transmission de connaissances. Oui, bien sûr, davantage de connaissances, notamment en sciences sociales, probablement, oui. Mais d'abord par l'expérimentation et la déconstruction de ce qui se vit à l'intérieur même de l'école comme inégalité de pouvoir entre les élèves, entre les enseignants et les élèves, entre les différents types de personnel enseignant, et que c'est donc ça qu'il faudrait d'abord mettre en évidence dans la mission de l'école. Voilà. Et petite parenthèse aussi, c'est extrêmement difficile en fait de déconstruire les hiérarchies, parce que quand même dans votre discours, quand vous dites, vous avez dit tantôt, bah oui, les plus intelligents seront les spécialistes et puis les généralistes seront les autres. Bon, moi je suis pas d'accord avec ça. Hein.
je ne suis pas non plus d'accord de dire que ma vie dépend davantage du spécialiste que du généraliste, hein, franchement. Donc, on est tout le temps repris par ces hiérarchisations et même si on les conteste, on a tendance à les reprendre. De même que je pense que le bon maçon, ma vie dépend du bon maçon aussi. Oui, moi je veux bien réagir. D'abord, merci Bernard, ça fait plaisir de te revoir par ailleurs. Merci pour ta question. Ou tes questions, enfin tes interventions, il y a beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas si je vais les prendre dans l'ordre, dans le désordre, et Philippe complétera de toute façon. Je commence par la fin. Oui, bien sûr, c'est marrant qu'en composant le texte, il y a plein de moments où on s'est dit, oui, mais là on reproduit finalement un discours essentialiste. Enfin, on ne sort jamais hein, c'est pour ça que les mots sont si importants, c'est que les mots qu'on utilise, ceux qu'on a banalisés, ceux qui ont hiérarchisé, reproduisent en permanence des rapports de pouvoir. Alors, par contre, je ne pense pas qu'on a dit les plus intelligents, j'espère que non, ou si on l'a dit, c'est à l'oral, mais je ne pense pas que c'est à l'écrit. Ce qu'on a voulu dire, c'est que les plus compétents dans un domaine particulier, en l'occurrence un neurochirurgien, peuvent s'occuper de ça. Mais c'était sûr que ce n'était pas pour rétablir une hiérarchisation qui disait que les médecins spécialistes c'était important, mais pas les médecins généralistes, ou que c'était plus ou moins important que des maçons, ça c'est une évidence. Et c'est bien pour ça que même la division technique du travail, bon, en fait on ne sait pas tout faire dans un exposé, mais idéalement il faudrait la réinterroger. Je crois que je l'ai juste dit à demi-mot, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer. Il y aura de toute façon une division technique du travail, il y aura de toute façon un certain nombre de fonctions qui sont tellement spécialisées, sans doute, le cas du neurochirurgien, c'est pour ça qu'on l'a pris. Hein. On ne va pas faire une tournante pour changer de neurochirurgien tous les mois. Par contre, on peut faire une tournante pour, par exemple, toutes les tâches pénibles. Enfin bon, bref, il y a plein de choses qu'on peut inventer et qu'on peut remettre en cause pour justement ne pas naturaliser cette division du travail. Par rapport à ce que tu disais, alors on se connaît, Bernard et moi, donc je devine, je crois deviner, en tout cas, tu m'arrêteras si je me trompe, mais l'implicite d'une partie de ton intervention, et ça me permet quand même de préciser là, c'est pas un point de désaccord, mais c'est peut-être un des rares points de tension qu'on peut avoir avec certaines propositions de l'APED. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre livre, Le salut par alternance, a parfois été lu, c'est peut-être de notre faute, hein, comme une défense de la forme scolaire traditionnelle, et ce n'était pas le but. Le but n'était pas de légitimer l'école à l'ancienne parce qu'on critiquait, de fait, et qu'on critique toujours d'ailleurs, l'imbrication croissante entre l'école et l'entreprise. Bon, mais ça demanderait beaucoup de développement. Mais donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, en tout cas si je te comprends bien, sur l'importance aussi de s'intéresser non pas simplement à des inégalités de résultats à l'école, mais à la manière dont se construisent les rapports de pouvoir entre élèves et profs, etc. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que je parlais de l'importance de la socialisation des élites au début. C'était aussi dans cet esprit-là, et ça avait été un peu l'esprit du travail que j'avais mené. Et alors, sur le début de ton intervention, qu'est-ce qu'on veut égaliser? Ça, question politique. Ça, j'ai envie de dire, je n'ai pas la réponse, en tout cas, en tant que sociologue. Ça, c'est la question du projet politique qu'on se donne. Oui, sans doute les inégalités de pouvoir, mais moi, je crois que les inégalités se soutiennent les unes les autres et que les inégalités de pouvoir ne sont pas indépendantes des inégalités matérielles, et en particulier des inégalités... des égalités économiques en particulier. Enfin, je veux dire, la structure de la propriété privée a quand même de fortes conséquences en termes d'inégalité de pouvoir dans la société, pour dire les choses un peu brutalement. Donc, je ne vois pas vraiment en fait pourquoi Bien sûr, on peut élargir la notion d'égalité ou d'inégalité, mais je n'opposerai pas en fait les inégalités économiques aux inégalités de pouvoir, de prestige, etc. Je pense que tout ça Bien sûr, il y a des combats locaux à mener. Et tout le monde ne peut pas tout faire en même temps, mais je crois qu'au fond, tout ça se soutient largement. Et voilà. Après, je ne sais plus, je crois qu'il y avait d'autres choses, mais j'ai peut-être oublié, je vais laisser la parole à Philippe ou à d'autres. Ouais, moi, je voulais, sur ce point-là, moi, je t'aurais répondu, Bernard, que j'étais d'accord pour moi, égaliser le pouvoir, ça s'oppose précisément à la domination entendue comme justement une asymétrie radicale de pouvoir, pas juste de revenus ou de quoi aux caisses,
Mais pouvoir étant entendu, parce que tout dépend encore une fois comment on l'entend, dans son sens le plus générique, comme la capacité de faire quelque chose. Et donc à ce moment-là, c'est-à-dire il faut égaliser la possibilité de mener sa vie comme on l'entend, je veux dire, c'est-à-dire de pouvoir, de possibilité de faire, possibilité d'agir. Pour moi, c'est ça, mais alors ça passe par le matériel, par du symbolique, ça passe par avoir accès aux leviers de décision, mais c'est vrai que moi, tout dépend. Si tu entendais pouvoir par les leviers de décision versus les moyens, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient économiques, qu'ils soient matériels, qui permettent d'y accéder, je pense qu'alors, on ne peut pas les opposer parce qu'on sait effectivement que les uns déterminent les autres. Par contre, si ta proposition, c'est de dire, est-ce qu'il ne faut pas élargir pour justement ne pas se limiter à vouloir égaliser que du pouvoir d'achat, par exemple, ou que des compétences, mais dire, en fait, il faut réfléchir à tout ce qui fait que certains ont plus de pouvoir au sens le plus large que d'autres. Alors évidemment que moi, je te suis a priori sur l'idée que l'égalitarisme, bien compris, c'est ça, c'est égaliser le pouvoir le pouvoir de faire dans son acception la plus large. Mais juste si on revient à l'école et à l'opposition que tu faisais, moi, je pense qu'il y a au moins... si je devais parler des missions de l'école, je pense qu'à nouveau, elles ne s'opposent pas vraiment, mais qu'au fond, elles s'alimentent les unes les autres. C'est-à-dire, évidemment que l'école doit transmettre des ressources, entre guillemets, des ressources, des aptitudes, des savoirs. Je n'ai pas envie de choisir entre des compétences et des savoirs. Je pense que tout ça, il n'y a pas de compétences qui ne s'appliquent pas sur des savoirs, il n'y a pas de savoirs qui font sens si on ne les mobilise pas pour faire quelque chose avec, etc., etc. Mais donc, évidemment, pour moi, il y a des ressources que l'école doit égaliser. Mais il y a aussi la question de l'égale valeur, parce que je pense qu'il n'y a pas d'égal pouvoir. On ne dote pas les individus d'égal pouvoir si on ne reconnaît pas à ces individus une égale valeur. Et là, je pense que là, ça revient à ce qu'on disait il y a un instant aussi, c'est sur l'idée que oui, l'école ne peut pas se contenter de transmettre des ressources, elle doit aussi construire les individus comme des égaux. Mais je pense qu'à nouveau, ce n'est pas contradictoire, parce que si l'école ne fait ni l'un ni l'autre aujourd'hui, c'est parce qu'en faisant ni l'un ni l'autre, elle permet précisément de ne pas faire ça, c'est-à-dire elle permet de ne pas doter les élèves en égales ressources pour pouvoir les construire comme des inégaux en valeur. Et donc, je pense que ça se tient. Et alors, évidemment, je te rejoins aussi, si tu dis oui, mais pour faire tout ça, comment l'école peut-elle le faire sans quelque part, toi tu as dit inculquer, moi j'aurais envie de dire sans incarner l'idée qu'au fond, justement, tout ça doit être comme ça parce que les gens ont, par principe, la même valeur. Et qu'elle doit incarner cette norme parce que sinon, ça n'a pas de sens. Je te rejoins évidemment et je pense qu'effectivement, une école qui serait réellement construite sur ce modèle-là, par définition, elle aurait un fonctionnement qui serait, on pourrait l'espérer en tout cas, qui serait en cohérence avec ça et qui incarnerait cette idée que oui, c'est parce que nous avons tous une égale valeur, intrinsèque, fondamentale, même s'il peut y avoir des maîtres et des élèves. Moi, je n'ai pas de problème avec ça parce que justement, à nouveau, je peux accepter qu'il y ait des gens qui fassent neurochirurgie et des gens qui fassent maçonnerie sans que je les dévalorise, parce que c'est justement ça le problème. Ça ne fait pas d'eux des êtres différents en valeur, mais ça fait juste des gens qui ont à un moment des rôles différents dans des activités productives ou autres, y compris de production du savoir. Mais donc, effectivement, je crois que une école qui serait basée sur ces principes-là, à un moment, elle devrait forcément incarner dans son fonctionnement même cette idée d'égalité. Elle ne pourrait pas se contenter d'essayer de transmettre à tout le monde des ressources et de reconnaître à chacun une égale valeur en cessant de construire des catégories, etc., sans par ailleurs incarner dans son fonctionnement même cet idéal-là. Cet idéal que tu évoquais en disant, oui, en fait, on n'a pas le droit de prendre du pouvoir sur quelqu'un. Bon, finalement, c'est la maxime kantienne. Je veux dire, tout ça, ça a 200 ans, ma foi. Je veux dire que sur le plan des principes, heureusement, ce n'est pas là qu'il y a nécessairement à beaucoup chercher. Merci. Moi, je voudrais bien quand même prendre aussi un peu la parole au nom de l'APED. Vous disiez, Bernard, qu'on misait sur les compétences. Vous savez très bien que
comme l'a dit Philippe, là, très justement, les compétences et le savoir, on n'a pas envie de choisir entre les deux. Pour nous, sont intrinsèquement liés. Mais qu'on a aussi une vision, vous parliez qu'il faut aussi apprendre la démocratie à l'école avant tout. Oui, mais on veut aller plus loin. On ne veut pas juste aller à une espèce de, de compétences de base, comme vous l'avez dit, mais on veut être beaucoup plus ambitieux, si on peut encore employer ce mot-là, après le webinaire d'aujourd'hui. Et on a vraiment une vision qui est polytechnique. Et dans ce cas-là, ce n'est pas juste pour aller choisir un métier, pour être conscient des choses, mais c'est justement pour pouvoir avoir conscience de ces rapports de pouvoir. Et dans notre vision polytechnique des choses, c'est d'aller apprendre la démocratie, pas seulement à l'école, voir comment ça se passe dans la vie de tous les jours, dans le monde du travail. Et donc là, c'est une vision beaucoup plus ambitieuse que simplement s'attarder à juste avoir un tronc commun et on s'arrête là. Non, cette compétence et cette formation ambitieuse pour nous, et on part de, comme on le disait tout à l'heure Jean-Louis, où on prend le pari effectivement que tous les élèves sont capables. Et donc là, voilà, c'est vraiment quelque chose pour nous qui est très important. Et évidemment, voir la démocratie à l'école et peut-être avant tout, voir comment ça fonctionne, mais pas que là. Voir aussi dans le monde du travail, dans la société, et avoir conscience de ces enjeux de pouvoir. Moi, je suis prof dans le qualifiant, et c'est vrai que mes élèves trouvent normal, par exemple, qu'un patron gagne quelquefois 100 fois plus qu'un ouvrier. Et donc, c'est notre métier aussi de leur ouvrir les yeux, d'avoir notre ambition, c'est de former vraiment des citoyens critiques. Et donc, on ne va évidemment pas s'arrêter à cette compétence, à ces compétences de base. Enfin voilà, moi, c'est ce que je voulais dire juste pour défendre un peu la PED. Et donc, je vais repasser la parole à Benoît, pardon. Oui, merci. Moi, j'ai eu pas mal de réflexions en vous écoutant tous, parce que j'ai l'impression qu'il faut quand même faire attention quand on parle d'égalité et d'égale valeur, ça n'englobe quand même pas tout. Enfin, si on reprend l'exemple du chirurgien et de l'infirmière, et qu'on dit, ben, comme ils ont la même valeur, sont des êtres humains, ils ont la même valeur, et donc leur salaire horaire doit être le même, par exemple, bah, on peut imaginer une société telle que celle-là, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de choses. Enfin, aujourd'hui, l'investissement pour devenir chirurgien n'est pas le même que l'investissement pour devenir infirmière en termes d'investissement dans les études, etc. Et donc, peut-être que c'est ça qui justifie une différence de salaire et qu'elle ne devrait pas être là. Mais en tout cas, il faut bien se rendre compte qu'il faudrait que l'investissement soit le même pour que les salaires soient les mêmes aussi. Ça ne veut pas dire que ça justifie d'avoir un salaire 100 fois plus grand, 1000 fois plus grand, on est bien d'accord, mais de dire, ah, on doit donner la même chose pour tout le monde, c'est ben, ne pas voir un autre aspect qui fait quand même partie de la réalité. Et moi, j'ai la conviction que l'école telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas du tout égalitaire. C'est un gros problème. Je suis pour la réforme très grande là-dessus. Mais pour moi, le problème, c'est que l'école ne donne pas les mêmes. Alors, l'égalité des chances, c'est un mot qui n'est pas apprécié ici, mais c'est quand même ça, c'est l'égalité dans les possibilités de se former. Et les futurs, enfin, les personnes, les enfants qui vont devenir infirmières, et les enfants qui vont devenir chirurgiens ou neurochirurgiens ne viennent pas des mêmes milieux, et même si génétiquement, on va dire comme ça, elles ont tous ont la possibilité de faire les mêmes études, les milieux vont faire que, arrivé à 18 ans, certains seront capables d'entamer des études d'ingénieur, je dis ingénieur, enfin moi je suis ingénieur de formation, chirurgien, et d'autres ne le seront pas à cause de toute l'histoire des 18 années précédentes. Et c'est cette histoire-là qui, pour moi, crée cette inégalité. Et si l'école refuse de voir ça, et refuse de jouer ce rôle d'ascenseur social en se disant, ben non, on ne va pas jouer le rôle de l'ascenseur social puisqu'il ne devrait pas y avoir d'ascenseur social parce qu'on devrait tous être égaux et donc il ne devrait pas être question d'ascenseur social, et qu'on ne voit pas ça, on risque de passer à côté de quelque chose et au contraire peut-être perdre
l'école ne fait pas son rôle d'ascenseur social aujourd'hui, mais je trouve qu'elle devrait le faire. Ça, c'est mon point de vue. Je pense qu'elle devrait le faire. Mais si elle n'essaye pas d'atteindre ce rôle d'ascenseur social, ben on perd, la société perd cet outil. Parce que si ce n'est pas l'école qui le fait, c'est qui va faire cet ascenseur social? Si on forme tout le monde à des compétences de base jusqu'à 18 ans dans un tronc commun, c'est très bien, mais les milieux sociaux qui créent les inégalités vont former leurs enfants soit en dehors de l'école, dans des écoles privées ou autres, soit en complément de l'école. Et donc, on va se retrouver avec des enfants à 18 ans, soit ils viennent du milieu où ils ont eu les cartes en plus que ce que l'école leur a donné, et ils vont pouvoir être ceux qui vont pouvoir faire les études qui sont mieux reconnues par la société, que la société de demain valorise les banquiers ou les neurochirurgiens ou les maçons, ça va être ceux-là qui vont pouvoir prendre ces positions qui sont les mieux reconnues par la société. Donc, je pense qu'il y a… Moi, je vois un risque là. Je vois un risque de passer à côté de quelque chose et en voulant créer plus d'égalité, eh bien, en fait, on passe à côté et on crée encore plus d'inégalités. Voilà, ça, c'était mon point de vue. Qui veut réagir? Je pense que je vais essayer de réagir rapidement, mais en 2 points. Moi, je suis tout à fait pour, entre guillemets, une véritable école de l'égalité des chances, mais c'est-à-dire une école qui égalise, d'accord, les performances, les compétences des élèves, puisque justement, si vous donnez vraiment les mêmes chances à chacun, et bien, par définition, vous arrivez aux mêmes performances. Parce que si vous donnez vraiment les mêmes chances, c'est-à-dire vous rendez les individus très égaux, parce qu'ils ont tous, vous compensez les différences familiales. Parce que c'est ça, une chance, il est né dans telle famille, l'autre pas. Donc vous compensez tout ce qui fait que personne ne décide de se dire, enfin je ne connais aucun élève qui décide, moi je vais finir au CFA parce que ça a l'air tellement super. Non, donc je veux dire, les élèves, ils commencent tous en disant, moi je vais pousser le plus loin possible. C'est d'ailleurs pour ça que c'est de la relégation. Mais donc, si on veut vraiment donner, et c'est ça l'ambition, effectivement, les mêmes chances à chacun d'atteindre un niveau très élevé de performance scolaire, eh bien, on arrive dans l'école qu'on évoquait tout à l'heure, où, en gros, tout le monde réussit entre 90 et 95%, un truc comme ça. Donc, on est une vraie égalité des chances, ce serait ça. Mais une vraie égalité des chances, dans un monde qui resterait par ailleurs celui-là du marché du travail, où il y a des chirurgiens qui gagnent beaucoup et des infirmières qui gagnent très peu, ça veut dire que plus personne ne veut faire infirmier. Parce que si tout le monde a le diplôme pour devenir neurochirurgien, alors tout le monde va vouloir devenir neurochirurgien, ça c'est clair. Donc je veux dire, c'est bien ça qu'on montre comme contradiction, c'est qu'en fait, c'était une école qui serait réellement égalitaire et qui donnerait vraiment les mêmes chances à chacun de réussir et de faire les meilleures études possibles. Et cette école-là, elle serait en conflit frontal avec le marché du travail et avec la manière dont il est organisé, de par les énormes hiérarchies qui existent. Et sur ce deuxième point, sur le point des hiérarchies, quand vous dites, voilà, c'est une question, le chirurgien, il gagne plus parce qu'il a investi davantage, il a travaillé davantage, etc. Alors, on peut toujours trouver des justifications, des motivations, si vous voulez. Moi, je pense que ça reste des motivations qui sont politiques. C'est-à-dire que ce n'est pas en soi le fait d'avoir étudié plus qui fait que vous avez droit à un meilleur salaire. C'est un argument, mais ça reste un argument fondamentalement politique. Et non seulement parce qu'on peut dire, OK, ça donne droit à un meilleur salaire, mais combien? Quel est l'écart? Et surtout, est-ce que c'est ça qui vraiment doit, si vous voulez, doit appeler davantage de valorisation? Moi, j'utilise tout le temps avec mes étudiants cet exemple-là. Moi, je gagne mieux qu'un instituteur, bien mieux ma vie qu'un instituteur du primaire, par exemple. Et vous savez pourquoi? La justification, c'est parce que moi, on m'a donné une bourse pour étudier gratuitement, faire un doctorat, c'est ça, on m'a payé pour étudier,
Et qu'après, moi, je dois pas me taper, je me tape des étudiants qui écoutent, qui sont silencieux ou alors ils partent, donc je ne dois jamais gérer des groupes compliqués. Et en plus, j'ai le droit de ne pas préparer mes cours tout le temps. Je peux parfois faire des choses, j'ai énormément de liberté pédagogique et autres. Et en plus, je peux un peu voyager de temps en temps pour aller discuter avec des collègues. Donc, en gros, je suis payé plus parce que j'ai eu plein d'avantages et parce que j'en ai encore aujourd'hui. Ça peut paraître, donc dit comme ça, le salaire, mon surplus de salaire, qui est soi-disant lié au fait que j'ai plus travaillé, que j'ai plus fait d'efforts et que j'ai plus de mérite, ben, il paraît complètement au contraire comme un privilège totalement indu. Donc c'est là que, et je ne dis pas que c'est le cas en soi, je dis qu'en tout cas c'est très politique de dire, tiens, qu'est-ce qui donne droit à quoi? Et minimalement, ce que nous, on défend, je pense, c'est qu'on doit pouvoir poser ces questions-là. On doit pouvoir se demander, on doit pouvoir reconnaître que ce sont des questions politiques et que ce sont des questions autour de qu'est-ce qui a de la valeur dans notre société. Jean-Louis, tu veux ajouter quelque chose? Non, parce que je suis d'accord avec ce qu'a dit Philippe. L'important, c'est ça, effectivement, c'est d'en faire des questions politiques. Donc peut-être juste reprendre la formule que vous employez au début. Est-ce que leur salaire horaire doit être le même entre, alors je ne sais plus, je crois que l'exemple c'était une infirmière ou un infirmier, peu importe, enfin pas peu importe, mais bon, voilà, je ne rentre pas dans la subtilité, un ou une neurochirurgien, la question est politique. Donc est-ce que le salaire doit être le même? Est-ce que l'écart doit être de 1 à 3? Est-ce que l'écart doit être de 1 à 5? Voilà, ce sont des questions politiques, il n'y a pas une réponse qui va de soi. Il faudrait discuter de ce que ça implique après comme conséquences politiques. On parlait de la proposition de Bernard Friot, je l'évoquais tout à l'heure, lui est pour, de nouveau, tout en sachant que c'est politique, mais sa proposition, c'est sur des inégalités de salaire, alors il a un peu bougé, mais qui était de 1 à 4. Bon, voilà. Il y a des gens qui lui disent c'est trop, puis il y a des gens qui disent c'est pas assez. Bon, au moins, ça devient un enjeu politique. C'est-à-dire, on se rend bien compte que déterminer à un moment quelle est la valeur, ou en tout cas, la traduction en termes de revenus de la valeur de l'activité de quelqu'un, eh bien, c'est une question dont la réponse ne va pas de soi et qui est effectivement pas liée au fait que ça soit pénible, difficile, qu'il ait fallu beaucoup étudier ou pas. Parce qu'en fait, plus on rentre dans le détail, plus on voit que ces choses ne tiennent pas. Les métiers les plus pénibles sont souvent les plus mal payés. Enfin bon, bref, ça, on voit bien que ça. En tout cas, qu'il n'y a pas de. Ça vaut la peine de dénaturaliser ça aussi, de désessentialiser le fait que ça irait de soi, au fond, que tel métier soit important, que tel autre ne le soit pas, et que du coup, il y ait une valorisation économique, ou d'ailleurs, pour reprendre ce que disait Bernard, pas que économique d'ailleurs, après, en termes de prestige, de renommée, de considération, tout ça d'ailleurs, qui peut aller avec. Bon, le fait de dénaturaliser tout ça, pour moi, c'est déjà la première étape la plus importante. En fait, et c'est celle qu'on peut faire quand on fait des sciences sociales. Après, la question politique de dire, oui, mais combien, ou quoi, ou comment, ça, c'est le combat politique. On entre dans une autre dynamique, quoi, qui est complémentaire. Mais là, on n'a pas, voilà, on n'a pas de compétences, nous, particulières pour, justement, pour l'évoquer. D'accord, merci. Bernard, vous vouliez reprendre la parole? Oui, si vous voulez bien. Oui. Bien sûr. Moi, je voudrais bien mettre un peu en tension ce que tu viens de dire, Jean-Louis. Donc, c'est politique. Et la définition que Philippe a donnée tout à l'heure, de manière, donc, une définition générale du pouvoir. Et il me semble qu'il y a quand même une tension, quoi, là. Si c'est politique, ça veut dire que quelque part, le pouvoir ne peut pas être défini uniquement ou génériquement comme avoir la capacité de pouvoir réaliser ce que je souhaite pouvoir réaliser, etc. Il me semble que Philippe a donné surtout une définition individuelle du pouvoir, c'est-à-dire faire en sorte que j'ai des ressources, qu'elles soient matérielles, cognitives, en termes de réseaux sociaux, etc., pour réaliser mes envies, mes désirs, mes rêves, etc. Voilà. Alors que, me semble-t-il, le pouvoir peut être aussi défini comme la possibilité d'orienter les décisions collectives, orienter donc le collectif. Et pour moi, quand je parle d'égal pouvoir, c'est davantage dans ces termes-là que je parle, c'est-à-dire tous avoir la possibilité réellement d'influencer les orientations collectives. Et pour ce faire, pour moi, aller jusqu'au bout de cette logique de l'égal pouvoir, définie telle qu'elle, ne suppose pas que les gens
est d'abord à acquérir des compétences, par exemple des compétences discursives, des capacités oratoires, les techniques qu'il faut pour séduire ou pour convaincre, la capacité d'analyser des rapports universitaires complexes pour amener des arguments techniques. L'égalité de pouvoir suppose que tout un chacun, quelles que soient justement ses aptitudes, ses compétences, ses connaissances, ses compétences, a le droit d'être entendu. Et que ceux qui ont davantage d'aptitudes, de compétences, de connaissances, de capacités argumentaires, etc., ont le devoir de les écouter. Et c'est ça, pour moi, que l'école devrait inculquer. C'est-à-dire, dès le plus jeune âge, dès la maternelle, à travers les rapports de pouvoir qui s'instituent entre les élèves, entre le prof et l'élève, entre les profs, etc., déconstruire, apprendre à déconstruire, à comprendre ce qui se passe, à mettre en question. Et donc, il ne faut pas dire l'égalité de pouvoir d'orienter le collectif va dépendre de l'acquisition des compétences de tous. Alors, bien sûr, c'est mieux si tout le monde a des compétences, je ne dis pas. Mais tant qu'on... Enfin, moi, je reprends l'analyse un peu radicale de Rancière, quoi. Tant qu'on dira qu'il faut apprendre pour prendre le pouvoir, il y aura toujours des gens qui n'auront pas le droit de prendre le pouvoir. Ou de participer au pouvoir, pas de prendre, de participer. Je réagis rapidement, Bernard. Donc moi, autant je pense que je peux avoir tendance à avoir une vision individualiste des choses, en effet, mais pour moi, pour pouvoir faire ce que je veux, sachant que je vis en société, j'ai évidemment besoin de pouvoir peser sur les décisions collectives, parce que si demain quelqu'un m'interdit de m'habiller comme je veux ou de je ne sais pas quoi, enfin bon, évidemment que donc il y a plein de choses. Enfin, je suis bien conscient qu'en société, on dépend des décisions des autres, donc je ne vois pas comment, en fait, à nouveau, comment je pourrais faire ce que je veux sans avoir la possibilité de peser sur les décisions qui risquent sinon de m'affecter, y compris la question de savoir comment je fais pour trouver du travail, et pour me nourrir si on m'empêche d'avoir accès à un revenu ou à un logement. Donc, je veux dire par là que pour moi, ça c'est évidemment indissociable. C'est-à-dire cette dimension individuelle et collective, je ne la fais pas, je l'oppose même pas. Pour moi, ça c'est une fausse opposition. Je t'avoue que ce que je n'arrive pas à saisir, c'est quand tu dis, OK, chacun doit avoir le droit d'être entendu, d'être entendu, d'être écouté. C'est un droit formel. Pour moi, chacun doit avoir le pouvoir, il faut égaliser le pouvoir de peser dans la décision collective. Et ça, je ne vois pas comment on le fait sans donner des outils qui permettent de peser, des ressources. Je veux dire, parce que sinon, c'est OK, on vous a écouté. Je veux dire, sinon, c'est typiquement ce à quoi on assiste, c'est les commissions consultatives de citoyens. Venez, on vous écoute, et puis après, voilà, on vous a entendu. Merci, bonsoir. Et puis, donc, voilà, ça ne peut pas être que formel. On sait que, en fait, la société, c'est du conflit, c'est du rapport de force. Et que sauf si tu as une pilule qui va permettre aux gens de devenir naturellement et pour toujours bienveillants, généreux et tout ce que tu veux, même dans une société où il y aurait ces mots d'ordre-là, où tout serait fait pour que ces valeurs soient des valeurs dominantes, il y aura quand même toujours du conflit. Il y aura toujours quand même... Et donc, il faudra toujours entretenir chez les citoyens des capacités à déjouer ces rapports de pouvoir, à les renverser, à les contester, à les voir d'abord. Ça, je rejoins Cécile, à les comprendre, à les saisir pour pouvoir mieux les déjouer, pour pouvoir s'organiser, etc. Donc, à nouveau, pour moi, sauf à en faire un strict droit formel, non, pour devenir un droit effectif, ça demande effectivement ça demande des ressources, ça demande d'égaliser, ce qui fait que dans une société donnée autant T, certaines choses donnent du pouvoir. Et ça peut être, heureusement,
ces choses-là peuvent changer quelque part. C'est-à-dire que ce qui donne du pouvoir aujourd'hui, par exemple, la possibilité, enfin je veux dire, voilà, pour être élu, sans doute que le fait d'être très bien nanti financièrement est un adjuvant très, très important, on pourrait rêver d'un système politique où ça n'ait aucune place. D'accord ? Et donc, on pourrait rêver que, effectivement, ben voilà, ta capacité à peser sur le processus politique soit totalement indépendante de tes revenus. Bon, il se fait que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, en attendant, il faut justement se demander comment on fait pour soit changer le politique, soit en tout cas s'arranger pour qu'effectivement, cette possibilité effective de participer au processus politique soit réelle pour chacun. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, en fonction d'une organisation sociale et politique donnée, des choses qui donnent effectivement un pouvoir de peser et on ne peut pas faire abstraction, me semble-t-il, de ces ressources-là et de l'impact qu'elles ont. Ou alors, je t'ai mal compris. Enfin, ouais. Non, juste peut-être une réaction. Donc, oui, mais donc justement, ce que tu viens de dire dit que les conditions sociales, les conditions du contexte et des dispositifs politiques pèsent sur le fait que telle compétence ou tel savoir va donner du pouvoir. Hein. Et donc, pour moi, l'école doit aussi déconstruire ça, tu vois, doit aussi participer à déconstruire ça, mais pas rien que l'école, évidemment. Ok. Il y a encore 2 personnes qui veulent prendre la parole. Et je vais d'abord céder la parole à Olivier qui n'a pas encore parlé. Olivier, tu nous entends? Oui, ça fonctionne? Oui, on t'entend. Oui, ça va être un peu redondant. J'avais levé la main avant que Philippe me prenne la parole. Et donc, oui, moi, il me semble tout à fait correct de dire qu'effectivement, il y a des attitudes à apprendre dans la façon d'oser prendre la parole et une certaine bienveillance, etc. Mais moi, je n'y crois pas du tout s'il n'y a pas de forte connaissance derrière. Parce que même un droit formel à prendre la parole, si on ne comprend pas ce dont on parle, c'est bien beau d'avoir la parole, mais si on a la parole sur des questions d'énergie, de géostratégie, de science, même de fonctionnement de l'entreprise, je pense que ce qu'on a dit, ce qu'on en a à dire quand justement on reçoit la parole est d'autant plus fort et d'autant plus émancipateur s'il y a énormément de connaissances qui sont derrière. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait que les structures démocratiques, etc., et participatives ont une importance, mais je crois que ces structures participatives seront des structures où ceux qui n'ont pas les connaissances se feront toujours abuser. C'est-à-dire ils auront le droit de parole, mais ils seront complètement dominés. Alors, formellement, ça aura l'impression d'être une égalité parce que tout le monde est bienveillant, tout le monde a le droit à la parole. Mais en fait, se font rouler ceux qui n'ont pas les connaissances qui permettent de comprendre vraiment ce qui se passe. Et donc, moi, je ne crois que dans la conjonction des deux, je ne pense pas que le droit de parole bienveillant, etc., suffisent pour que ceux qui sont dominés sortent de la domination. Je ne dis pas qu'il faut que, je ne dirais certainement pas qu'il n'y a que ça qui est nécessaire. Sans doute que les déconstructions dont parle Bernard, moi, je suis assez d'accord avec ça, mais je ne pense pas du tout que ce soit plus important que les connaissances. Je crois que les deux vont ensemble. Il faut avoir à la fois quelque chose à dire et à la fois l'occasion de le dire. L'un sans l'autre, voilà. J'aurais peut-être envie de dire que ça me fait penser à ce que tu disais, Jean-Louis, au départ, à propos des Gilets jaunes. Ils ont pu avoir la parole, mais quelle crédibilité ils avaient aux yeux de certains. Et je rejoins un peu ce que... je ne sais pas si mon parallèle est bon, mais ça me faisait un peu penser à ça. Ils ont pu avoir la parole, mais comment ont-ils été légitimés ou pas, un autre problème. Alors, et déjà, juste un tout petit truc, mais ils ont pu avoir la parole, en fait, ils l'ont surtout prise. Oui. On ne leur a pas tellement donné. Enfin, on a commencé à la leur donner à un moment où ça devenait compliqué de ne pas la leur donner. Mais enfin, on peut dire qu'ils l'ont conquise, quand même, la parole. Et effectivement, avec
enfin bon, je vais encore faire un peu d'autopromotion. Dernier bouquin, c'était sur le traitement médiatique des Gilets jaunes. Et ce qui était révélateur, c'était le deux poids deux mesures dans le fait, par exemple, que si un gilet jaune faisait ce qu'on appelait un dérapage complotiste ou que sais-je, etc., il se retrouvait délégitimé à vie, pour aller vite, du champ médiatique. Quand un même dérapage complotiste ou un dérapage complotiste équivalent venait de quelqu'un avec une certaine autorité statutaire, que ce soit, moi je les cite, Yves Calvi, Emmanuel Macron, enfin, on peut retrouver des citations de l'époque, Emmanuel Macron qui pense que Poutine est derrière les gilets jaunes, Yves Calvi qui pense qu'il y a je ne sais pas, j'ai plus les citations en tête, mais il y en a plusieurs, mais ça ne délégitime pas les gens aussi vite, quoi. Exemple encore plus frappant quand Luc Ferry appelle dit qu'ils se servent de leurs armes, etc., enfin appelle à ce que la police fasse usage de leurs armes à un moment de grande tension politique, ça la peut délégitimer du champ médiatique, alors que quand un gilet jaune a demandé à entrer dans l'Élysée, je pense que c'était ça l'expression, il s'est tout de suite fait bannir. Donc on voit bien à ce niveau-là qu'à la fois l'autorité technique, la capacité à dire, mais aussi l'autorité statutaire, c'est-à-dire le sort qui va être fait à ce que vous dites en fonction de qui vous êtes socialement, ça va beaucoup influencer sur la manière dont vous allez être entendu. Pas simplement dont vous allez avoir le droit de parler, mais dont vous allez être entendu. Voilà, désolé, j'étais un peu long. Non, mais merci, c'est ça que je voulais faire comme lien. Et merci d'avoir repris. Je me suis un peu exprimée de manière maladroite. Et donc, peut-être la dernière prise de parole, alors, du coup, Jean-Pierre. Oui, merci. Je vais être vraiment bref. D'abord, pour l'anecdote, je dirais à Philippe mais c'est vraiment pour l'anecdote que c'est possible d'être élu sans être nanti. Mais fondamentalement, ça ne lui donne pas tort parce qu'il parlait de pouvoir et être élu ne donne pas le pouvoir, y compris d'ailleurs être élu de la majorité. Le vrai pouvoir est ailleurs, donc ça c'est un autre débat. Mais alors, et sur la question du pouvoir, des différents types de pouvoir à conquérir d'une manière ou d'une autre, je vais être très bref aussi, parce que je serais doublement redondant. Je suis non seulement d'accord avec ce que Philippe ou Jean-Louis a répondu, mais aussi avec ce que Olivier a dit. Donc moi, je vais juste prendre un exemple, parce que toute la théorie a été dite et tous les grands principes ont été dits, donc je ne vais pas les répéter. Mais par exemple, Bernard, sur le débat actuel, et je l'ai déjà pris plein de fois, parce que il se fait que c'est le domaine que j'enseignais en tant que physicien, mais dans le débat actuel sur la fermeture des centrales nucléaires, OK, tout le monde peut s'exprimer, mais si je ne sais pas ce qu'est un déchet nucléaire, si je ne sais pas ce que ça veut dire la radioactivité, si je ne sais pas ce que... Alors, je ne dois pas être capable de piloter la salle de commande d'une centrale nucléaire, ça c'est autre chose. Mais si je n'ai pas une connaissance générique de base sur ce que c'est une réaction nucléaire et la radioactivité, quelle légitimité j'ai pour dire s'il faut ou pas fermer? Et si je ne sais pas ce que c'est que l'énergie, quelles sont les alternatives à produire l'énergie, c'est quoi les inconvénients, les avantages, quelle légitimité j'ai à dire qu'il faut ou pas fermer les centrales nucléaires? C'est juste pour illustrer ce que les autres ont dit très bien d'un point de vue théorique, et je m'en resterai là parce que voilà, j'ai rien. On va pas allonger pour allonger. Et je remercie encore une fois tous les évidemment Philippe et Jean-Louis, mais aussi les autres intervenants qui ont enrichi le débat. Tout à fait. Quelqu'un veut rebondir encore là-dessus ou je clôture? Pas de dernière intervention de dernière minute? Non, juste peut-être dire là-dessus, quand même toute une série de ministres, de gens qui prennent des décisions ne sont pas au départ des spécialistes de la matière sur laquelle ils prennent des décisions. Et donc, il n'est pas impossible que des personnes qui n'ont aucune compétence au départ sur l'énergie nucléaire et le contexte dans lequel elle est implantée puissent acquérir ces connaissances. Et c'est d'ailleurs ça qu'on fait dans des... Oui, mais où? Tout est améliorable, etc. Mais enfin, je veux dire, et donc, ce qu'il doit plutôt avoir comme compétence au départ, c'est une capacité d'assimiler des connaissances qu'il n'a pas au départ. Oui, mais si je peux me permettre de répondre encore là-dessus. Tu dis, les ministres ou les décideurs ne sont pas des spécialistes. Moi, je n'ai pas parlé de spécialistes, j'ai justement dit, OK, tout le monde ne peut pas être spécialiste de ça, mais entre être spécialiste d'une part et ne rien savoir, parce que tu vois, c'est les deux pôles de ce que tu viens de dire. Il y en a qui sont... Si on ne sait rien, non, entre les deux, c'est justement ça. Et c'est ça le fondement de ce que dit la PED, c'est que
on ne peut pas être spécialiste de tout le monde est d'accord là-dessus, mais ne rien savoir sur les grands problèmes de société, les grandes questions, ça ne va pas. Et donc, le rôle de l'école, c'est qu'il n'y ait personne qui ne sache rien là-dessus. Enfin, ce n'est pas que notre vision de l'école, il y a beaucoup d'autres choses qui ont été dites aujourd'hui, mais un des rôles qu'on assigne à l'école, c'est de dire, voilà, elle doit faire en sorte que sur les grands sujets de société, il n'y ait personne qui ne sache rien. Ça, c'est un élément fondamental. Mais bon, voilà. On pourrait débattre longtemps jusqu'à 2 heures du matin là-dessus. On va rester là. Oui, ok, merci. Oui, voilà, effectivement, remercie en tous les cas tout le monde. C'est vrai que ce débat était vraiment très, très intéressant. Merci encore à Philippe et à Jean-Louis pour leur exposé qui est toujours très intéressant aussi. Peut-être faire une petite pub, j'en profite, puisque dans justement la continuité de ce dont on vient de parler, jeudi prochain à Liège, on organise une petite conférence débat. Enfin, pourquoi une petite? Non, une conférence débat sur le thème justement de notre pétition et de notre mémorandum Ambition et équité.